Rodolphe Barrère, bienvenue sur Ça se passe. Merci, bonjour. Content de te recevoir. Comment tu vas aujourd'hui? Eh ben, ça va très bien, très content d'être là. J'ai su que tu étais en vacances. Donc, Oui, cette tu as semaine. fait une exception professionnelle juste pour moi. Ouais, j'en ai fait plusieurs des exceptions professionnelles cette semaine, mais oui, je suis techniquement off entre la Saint-Jean et la Fête du Canada. Nice. Je demande tout le temps aux invités comment on se connaît. Dans notre cas, on se connaît pas même. La connexion, tu te rappelles ça, elle a été faite où? Je pense que c'est Marie-Michel Marie-Michel. Caron. Ouais. Ouais. Marie-Michel Carrier. Caron. Pardon, Marie-Michel, si t'écoutes ça. Après qu'elle est venue sur le podcast, elle m'a dit il faudrait que tu parles avec lui. Elle est sur votre board, right? Ouais, exactement. Ouais. Elle représente Investissement Québec même, sur notre board. Ouais, c'est ça. Cool beans. Fait que c'est comme ça qu'on a été connectés. Ensuite, juste pour comme établir un peu le background de c'est qui Rodolphe, peux-tu me faire un rapid fire en mitraille un peu le récapitulatif de ta carrière? De ma vie, mon œuvre à 32 ans, ouais, c'est ça. Ton œuvre. Donc, comme mon petit accent de l'Hexagone le laisse paraître, j'ai grandi en France jusqu'à mes 17 ans. OK. Bon, là, en France classique, je vais pas te faire de la psychanalyse. Je suis venu au Québec parce que j'avais envie d'ailleurs, j'avais envie de voilà, faire mon trou, quoi, faire mon truc à moi. Donc, J'avais appliqué sur des universités partout dans le monde de manière un peu random, juste pour partir. Okay. Et j'avais été pris à HEC Montréal, donc j'ai fini à HEC Montréal, mais vraiment de manière complètement aléatoire. J'ai ni famille, ni amis, personne ici. OK. Donc voilà, donc je suis arrivé à 17 ans. Donc j'ai fait mes études, j'ai rencontré plein de gens extraordinaires, des amis, mon associé qui était mon colocataire pendant qu'on était aux études ensemble. J'ai rencontré ma femme, etc. Et donc maintenant on est 15 ans plus tard, et donc j'ai quasiment passé la moitié de ma vie ici. Voilà. Incroyable. Ouais. La simulation est complète. Ouais, simulation complète. Je suis devenu Canadien depuis longtemps. Hein. Ça fait longtemps. Fait que t'avais un profil commercial dès le départ, là. Je pense, ouais, je suis un bon vendeur, moi. Ouais. Mais là, tu dis que mon co-founder était mon coloc aussi. Ouais. Fait que, est-ce que lui, il allait au HEC aussi? Ouais, on était tous les deux à HEC, ouais. Fait que avez-vous deux profils assez commerciaux? On a deux profils assez commerciaux. Mon associé, c'est un ingénieur raté. Ah, OK, c'est bon. Beaucoup plus que moi. C'est bon. Fait que c'est là que la complémentarité s'installe. Ouais, exactement. Mais déjà, moi, j'étudiais le marketing et j'appelais ça Shapes and Colors à l'époque au HEC. Et lui, il étudiait les méthodes quantitatives de gestion. Donc déjà, même au sein d'HEC, on n'était pas dans le même programme. C'est bon. Son nom? Louis Delaoustre. Parfait. On dit bonjour à Louis. Oui. On s'est promis qu'on n'allait pas faire des clins d'œil à la caméra. Fait que là, je m'en retiens. Faut qu'on fasse ça. All right. Fait que pour les gens qui connaissent pas déjà Potluck, tu veux-tu me faire un peu un elevator pitch de 3 lignes? Ouais, bien sûr. Donc, Potluck, c'est une plateforme de recherche quantitative. Donc, ça fait très fancy. Donc, en fait, c'est une plateforme de sondage. OK. Pense à SurveyMonkey, mais plus. OK. Qu'on vend exclusivement aux firmes de conseil et aux fonds de private equity. Donc, on travaille avec toutes les plus grandes firmes de conseil au monde. Donc, McKinsey, Bain, BCG, tu peux tous les citer, on les a toutes. Et également tous les plus grands fonds de private equity. Parce qu'en fait, dans leur mission de conseil, ces gens-là, régulièrement, ils doivent faire ce qu'on appelle du quantitative research. Donc, ils ont besoin d'aller chercher un échantillon représentatif d'une population X ou Y et de leur poser des questions pour avoir des réponses statistiquement viables. Qu'est-ce que pensent les directeurs financiers des hôpitaux du Québec ? Bon, tu vois. Curieux de savoir ça. Donc, il faut aller chercher un échantillon représentatif, poser les bonnes questions, etc. Et donc, c'est ce que notre software permet de faire. Est-ce que le software vous fournit ces réponses-là déjà, de par des études que vous avez déjà faites, ou vous fournit les outils pour aller chercher ces questions? Donc, en fait, c'est les deux réponses. Okay, donc, cool. le software, il y a 5 modules. Tu m'avais dit short, donc je te la faisais courte, mais c'est parfait. En très court. Donc, tu as 5 modules. Le premier module, c'est un module de... Bon, imaginons, il faudrait prendre un exemple, ça va être plus simple. Toi, tu veux interroger tous les gens qui consomment du podcast à travers le Québec, orienté business. Okay, tu veux comprendre ce qu'ils pensent de ton podcast, comment tu aimerais l'améliorer, etc. Okay, donc, au début, tu dis, OK, parfait, j'aimerais bien en interroger. Combien je peux interroger de gens comme ça pour quand je peux avoir les réponses et combien ça va me coûter. Okay, donc, ça, c'est le premier quoting. On dit, OK, on peut aller chercher 1000 auditeurs hebdomadaires de podcast business pour après-demain, ça va te coûter $5 l'interview, donc $5,000. Voilà. Okay. Ensuite, tu as un module tu crées ton questionnaire. Okay, donc là, on va t'aider à poser les bonnes questions. C'est très important. La façon dont tu poses les questions influence les réponses et tout. Mais ça, tu le sais, c'est ton métier. Ensuite, on
a le troisième pilier qui est le plus connu chez nous, c'est le pilier de sampling. Donc là, en fait, on va chercher les réponses, donc les répondants. Comment on fait ça? Historiquement, on a créé une technologie qui s'appelle social media sampling. En fait, on va aller chercher sur les réseaux sociaux. Donc nous, on utilise depuis plus de 10 ans maintenant la publicité sur les réseaux sociaux, que tu dois connaître aussi, pour non pas faire des conversions sur un site e-commerce, mais des conversions pour répondre au sondage. Okay, avec le bon nombre d'hommes, de femmes, tu veux le bon nombre de personnes qui sont en Beauce versus à Montréal, etc. Donc, tu veux un échantillon représentatif, balancé. Okay. Ensuite, j'accélère, mais le quatrième pilier, c'est data quality. Donc, data quality, c'est très important parce qu'en fait, on va payer les gens pour leurs réponses. Ouais. Donc, ça 1, 2, 20, 30 $, ça dépend. Et donc, en fait, très vite, ça peut être fraudé. T'imagines, c'est un lien public sur Internet. Donc, tu finis très vite dans une farm click au Sri Lanka avec des gens qui créent plein de faux profils. Donc, très important. C'est aussi sophistiqué qu'une institution financière, quasiment. Et le dernier module, c'est le module d'analytics dans lequel toi, client, tu vas jouer dedans pendant des heures pour se rendre compte comment il faut que tu fasses, etc. Donc, voilà, c'est vraiment ça notre plateforme. Donc, ça va de A à Z. Quoi. Très cool. Beaucoup plus sophistiqué que ce que je pensais, man. Quoi, on s'entend que j'ai pas fait une recherche, j'ai pas utilisé Potluck pour faire de la recherche sur Potluck. Mais, OK. On va pouvoir creuser dans ces différents modules-là, je pense, au fil de la conversation. Peux-tu me lancer une coupe de chiffres, juste pour qu'on ait un portrait comme métrique, numérique, un peu de où est Potluck, année d'existence, croissance, peu importe. Ouais, donc on a 10 ans d'existence. On vient de fêter nos 10 ans, là, février 2024. Merci, j'ai fait quelques petits cheveux blancs dans les 10 dernières années. On a à peu près 200 employés, un tout petit peu plus, ça varie, qui sont localisés entre Montréal, qui est le siège social, Paris, New York, et après on a des petits bureaux en Roumanie, en Colombie, etc. OK, cool. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre comme chiffre? Je ne peux pas te parler de mon chiffre d'affaires. Donc 200 employés, ça donne une idée. Financement, on a fait quasiment 100 millions de dollars de financement. Donc on a levé plusieurs rondes de financement avec du capital qui vient d'un peu partout. Principalement canadien, québécois. Cool. Canadien et québécois, je différencie les deux. Donc, on a tout ça, c'est de l'information publique, mais dans nos gros investisseurs, on a Investissement Québec, Desjardins Capital, FSTQ, on a EDC, on a BDC. Donc, j'ai pas mal tous les gros institutionnels canadiens. Usuel, institutionnel. Usual suspect. Et après, j'ai des privés également. Donc, j'ai Bright Spark, qui est mon lead sur la série A. J'ai First Ascent Ventures, qui est un fonds de Toronto. On a un fonds français aussi, Caporn. Donc, voilà, on a 10 fonds. C'est pas la première fois que j'entends ça, Caporn. Ça doit être un autre Français qui m'en a parlé, peut-être. Ouais, peut-être. Ils l'ont fermé, ils l'ont vendu maintenant, mais c'est un beau fonds en France. Ouais. OK, cool. La genèse de Potluck, là, tu m'as comme mentionné offline un peu que vous avez vécu à travers des pivots. Puis ça, on va pouvoir creuser un tout petit peu là-dessus, mais le premier problème identifié, mettons, la première douleur qui surgit dans le marché puis que tu fais comme « Shit, man, je vais le régler, ça. » C'est quoi? Ouais, donc ça n'a quasiment rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Parfait. Allons-y. Vraiment, il va falloir faire le pont mental. C'est correct. J'étais donc en colocation avec la personne qui est devenue mon associé, Louis, que je salue. Et en fait, on habitait sur le plateau de Montréal, parce qu'on est immigrés français, donc on nous avait dit que c'était là qu'il fallait aller. Donc on est allé là. Vous êtes allé, ouais. Voilà, on est allé là, avec les gens comme nous, quoi. Et là, donc, blague à part, sur l'avenue Montréal, on voyait un commerce, on habitait toujours depuis des années dans le même coin, on voyait un commerce avec un taux de roulement, ils ouvraient des trucs, ça n'avait pas rapport, et 3 mois après, ça fermait, etc. Et on s'est dit, pourquoi on ne demande pas aux gens du quartier quel type de commerce ils voudraient avoir? Et donc, on a démarré comme ça. Donc, on a démarré littéralement dans la rue, décembre 2013. Donc, tu vois, ça fait plus de 10 ans. Je me souviens plus du numéro, 18 quelque chose, Montréal. Et en fait, on avait repeint la boutique, on avait mis des affiches, etc. Et on attrapait les passants dans la rue. On les faisait rentrer, on leur faisait répondre à un sondage sur iPad qui disait nom, prénom, code postal, où est-ce que tu fais ton épicerie dans le quartier, 3-4 questions de base et quel commerce tu voudrais avoir ici. Très cool. Et donc, en une semaine, on avait eu, je ne sais plus moi, 600 personnes qui étaient rentrées et qui avaient voté. Et donc, en fait, on faisait des sondages. En fait, on ne s'en rendait pas compte, mais on faisait des sondages dans la rue. Ça s'appelle par interception. J'ai appris le terme après. OK. Et donc, voilà, donc, ça a démarré comme ça. Et on essayait, c'est un terme qui est important, on essayait de vendre la donnée aux propriétaires de locaux vacants pour les aider à mieux louer, pour les aider à louer un local à un locataire sur le long terme. En théorie, ça fait du sens, par contre, comme modèle?
qu'est-ce qui est en pratique chier? Alors, donc, la théorie fait du sens. D'ailleurs, ça a été un succès à l'époque médiatique incroyable. On n'avait même pas incorporé la compagnie, qu'on était déjà invité sur des radios Canada, etc. C'est le cœur de la vie sociale. Tu sais, les gens, ils s'engagent là-dedans, surtout à Montréal. Ouais, non, mais c'était fou. J'avais fait la une tu sais, le journal dans le métro, le 24 heures, là. Ah ouais. J'avais fait la une du journal avec écrit le pouvoir de choisir ses commerçants, puis ma grosse face en blanc là-dessus. Alors qu'on n'avait même pas incorporé la boîte. Potluck permet de réinventer, on avait tout plein de termes, la démocratie participative, tu sais, on avait plein de trucs comme ça. Et donc, en fait, ça n'a pas du tout fonctionné, ce modèle-là. Pourquoi ? Parce que, en fait, les propriétaires de locaux vacants, ils sont pas du tout prêts à dépenser 5, 10 000 pré-locataires. Tu vois. C'était quoi? C'était pour que ça soit profitable, tu as des belles marges, c'était à peu près ça qu'il fallait. Ouais, bah, en fait, il fallait à l'époque, et on était sur place quelques jours, voilà, on avait les iPads, on prenait du staff, etc. Donc c'était une sorte de petit événement. Donc ça prenait un peu de. Puis après, on faisait, tu sais, il fallait faire le traitement de la donnée, on faisait un rapport statistique, etc. Mais en gros, les proprios, ils avaient pas du tout d'argent à dépenser. Voilà. Donc moi, j'ai quand même pris mon Bixi. À l'époque, ça venait de sortir. Une carte de Montréal avec un stabilo, parce qu'on n'avait pas Internet dans nos poches à l'époque, hein, quand même, il faut remettre ça. Enfin, moi, en tout cas, je n'avais pas ça, pas encore. Et on cartographiait l'entièreté de la ville de Montréal et j'appelais tous les numéros qu'on voit sur les boutiques vacantes pour essayer de leur vendre ce service-là. Okay, un stabilo, c'est quoi ça? C'est un truc jaune là, pour highlighter là, dans les livres. Là, Ok. Un marqueur? Un marqueur, ouais, un marqueur. Ah, excuse-moi. OK. Fait que là, ça fonctionne. C'est complètement insane. Vous avez vraiment mis du jus de coude, là, qu'on dit. Là. Fait que vous avez mis la main à la pâte beaucoup. Mais là, vous vous rendez compte, OK, on n'est pas capable d'en vendre assez. Mais il y a quelque chose. C'est là que le premier pivot arrive, dans le fond. Ouais, c'est là que le premier pivot. En fait, on l'avait vendu une fois. OK, cool. À un propriétaire, c'était notre premier client, Pierre Barsalou, qui nous a fait un chèque qui nous a permis d'incorporer la business, de payer les avocats. Ouais, bon, voilà. Très cool. Et on a fait ouvrir un café qui marche toujours super bien, qui s'appelle le Café Sfouf, qui est sur la rue Sfouf. Ouais, c'est assez connu honnêtement par cool. Gabi Cassas. C'est sur la rue Ontario, croisement, je sais plus. Berry, je crois. Cool. Et donc voilà. Et donc c'est un café qui fonctionne super bien. Mais en fait, on avait fait tellement de bruit dans les médias qu'on avait attrapé le propriétaire de Montréal qui était prêt à payer $8 000. Ouais, je comprends. Juste pour un bout de papier, tu vois. Mettons, ton taux de conversion total de toutes les. Il était à une personne seule. Ouais, très faible. Très faible. Mais puis là, juste avant qu'on bouge au prochain pivot, Potluck. Ça fait comme une couple de fois que ça me pop dans la tête de te demander c'est pourquoi le nom, ça vient de où le nom? Ouais, bah déjà c'est une idée de ma femme, donc que je salue. On cherchait un nom court qui résonnait, etc. Et c'était vraiment basé sur ce premier concept. C'était le concept de tous les citoyens amènent quelque chose en apportant leur voix. Et ça crée, voilà, un potluck, c'est un truc convivial, c'est cool, je t'invite, c'est cool. Et donc, en fait, on aimait cette idée. Puis après, il y a des gens qui nous disaient, ouais, en anglais, c'est potential location. OK, potential location, ça marche et tout. Et donc, voilà, donc c'était vraiment l'idée que la participation, la voix de chacun crée quelque chose ensemble. Tu apportes ta petite pierre à l'édifice et tu crées un super beau repas tous ensemble. C'était cette analogie. Mais après, le .com était disponible, on l'a acheté, et puis voilà. Très cool. Mais le cœur de cette idée est encore vivant dans la forme actuelle de l'entreprise. Ouais. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais changé de nom, malgré qu'il y a plein de gens... On me prenait pour Blockpot à l'époque, parce que c'était avant la légalisation. Je te promets, moi j'ai arrêté les gens dans la rue. Donc dans la rue, tu trouves plein de gens quand même particuliers. Il y a plein de gens dans la rue. Ouais, et je les ai arrêtés, je leur disais, venez, c'est Potluck. Ils disaient, Blockpot. Non, Potluck, rien à voir. Rien à voir. Est-ce que ta femme est canadienne ou française? C'est québécoise, ouais. Québécoise, OK, super. OK, cool. Fait que là, c'est quoi le move que toi et ton partner faites à partir du moment où vous avez la réalisation que ça ne stickera pas ce modèle-là? Ouais, ben on se dit en fait, les propriétaires, ils sont en mode passif. Donc en fait, faut commencer à servir les gens qui sont en mode actif, c'est-à-dire les entrepreneurs qui veulent ouvrir un commerce. Et donc c'est là qu'on se dit, OK, donc on va faire une plateforme web. C'est-à-dire, on avait passé beaucoup de fins de semaine dans des locaux vacants et tout, c'est très chiant à faire. Donc on s'est dit, là, c'est bon, on en avait marre, parce que en fait, tu récupères tous les itinérants, c'est quand même un métier, t'es pas loin du travailleur social. J'ai fait ça pendant 2 ans, donc j'avais eu ma dose. Et donc là, on se dit, OK, on va créer une plateforme, potluck.com, où les gens vont pouvoir inscrire leur projet de commerce. Et ensuite, les citoyens, donc les Montréalais, pourront voter pour se dire « Ouais, je veux ce commerce dans Griffintown ou Saint-Henri ou le Plateau, etc. » Un genre de marketplace? Ouais, en fait, un genre de Kickstarter, tu vois. Un Kickstarter à l'époque, c'est du crowdfunding, sauf que là, on appelait ça du crowdsourcing. Donc, c'était pour savoir où ouvrir.
OK ? Donc là, on a fait ça. Et ça, c'était un gros succès populaire. On a eu, je sais pas moi, une 50aine de commerces que je vois encore dans les rues. De temps en temps, l'épicerie zéro déchet locaux, c'était sur potluck.com. Le premier café où tu as des chats, c'était sur potluck.com. Il y a plein de commerces qui ont ouvert très cool. à Montréal qui étaient sur potluck.com. Et en fait, à l'époque, c'était les pages Facebook. Okay, donc toi, tu avais une page Facebook, c'était le nombre de likes qui comptait là. Tu vois, il y a eu une époque comme ça, un peu. Je me rappelle, au début de ma carrière. Ouais. Et donc en fait, on avait des gens. C'était la guerre du nombre de likes sur ta page. Tu me diras, les followers Instagram, ça n'a pas beaucoup changé. Mais, et donc, il y avait beaucoup de gens qui avaient créé une page comme ça et qui ensuite incitaient leur communauté à aller backer leur projet sur potluck.com pour savoir où ouvrir. Okay. Et donc, comme ça, on s'est fait, je crois, 100 000 users en quelques mois. C'était vraiment un gros succès qui venaient supporter leur... voilà. Et puis, nous, on fournissait des heatmaps aux futurs commerçants pour leur dire, voici où ouvrir, où sont vos zones de chaleur avec vos clients futurs. Ta donnée, elle venait de... La donnée, elle venait des gens qui disaient, regarde, moi j'habite là, j'aimerais bien que l'épicerie zéro déchet, elle soit là, sur la rue Laurier-Est. Moi j'habite là, je voudrais que ça soit sur Notre-Dame, etc. Et donc voilà, et donc on fournissait ça. Ça a échoué encore, donc ça a été un succès populaire immense, on a pu ouvrir plein de commerces. Le modèle d'affaires, c'était quoi, là? Et le modèle d'affaires, c'était ça qui manquait, en fait. C'était pas grand-chose. On essayait de vendre misérablement un abonnement de $1,000 par commerce ouvert. Ouais. Mais sauf que les gens qui ouvrent des commerces, ils ouvrent avec 20 000, 30 000, 40 000. Ouais, et donc, la dernière endroit où ils ont $1,000 à mettre, c'est dans une plateforme pour savoir ça. Donc, on avait un système de freemium où tu avais quand même pas mal, déjà, tout ce dont tu avais besoin. Et tu débloquais pas grand-chose en payant. Donc, bref, ça marchait pas. Donc, c'est succès populaire, par contre. Oui, je pense que croissance d'utilisation, clairement, il y a un thème, il y a un besoin que vous avez nailé. C'était juste comment on commercialise. Oui, exactement. Donc là, on faisait 0 revenu, là, toujours. Enfin, proche de 0 revenu. On vivait grâce aux bourses entrepreneuriales. OK, OK. On était des bons pitchers et on a gagné, je sais pas, 50 ou 70 000 $ de bourse. Chris, quand même. Ouais, et donc ça nous a fait vivre à deux en mangeant des ramen pendant 3 ans, mais on a vécu à deux là-dessus. Vois-tu, c'est des histoires comme ça qui me... Je suis toujours dans une déchirure entre est-ce que l'apport gouvernemental en subvention en bourse est positif pour notre milieu capitaliste techno-québécois ou est-ce qu'il peut mettre des plasters sur des bobos qui devraient être... c'est-à-dire, si t'as pas de bon modèle d'affaires, peut-être que t'as pas de bonne compagnie. Mais en même temps, toi... ça vous a permis de trouver le bon modèle d'affaires. Ouais, exactement. Ouais. Fait que, tu sais, c'est tout le temps comme, non, c'est pas blanc ou noir, tu sais. Puis j'aime ça en entendre des histoires comme ça parce que, clairement, aujourd'hui, la valeur que vous avez générée pour Montréal, mettons, pour le Québec, est très élevée. Fait que, je parle, vous avez de l'emploi. Oui, non, mais bien sûr, genre... toute chose étant relative par ailleurs. Mais oui, bien sûr, on crée de la valeur économique. C'est ça que je veux dire, ouais. Écoute, nous, on en a beaucoup bénéficié des bourses HEC, des bourses Fondation Montréal Inc. Avant PME Montréal, il y avait un truc qui s'appelait les CEDEC. Nous, on avait eu des bourses via ça. Fait que c'était pas des bourses gouvernementales, nécessairement. Si, les CEDEC, c'était PME Montréal, donc je crois que c'était municipal. Après, des trucs via HEC. Fondation Montréal Inc., c'était le gouvernement du Québec à l'époque. Parfait. Donc, c'est comme un mélange de municipal, provincial, fédéral, universitaire, OBNL. Et donc, ça nous a permis de survivre. Ouais. Okay. Sinon, en fait... de manière très pragmatique, tu as besoin de payer ton loyer et de manger. Ouais. On vivait vraiment avec très peu, mais il fallait quand même survivre. Et donc, ça nous a permis de survivre et d'itérer assez pour trouver un bon business model. Super. Puis là, après, le prochain business model... Et donc, le prochain business model, là, on a commencé à bien gagner notre vie. Donc, prochain business model, donc imagine, on a une plateforme avec tous les commerces super cool. C'était très genre hipster, zéro déchet, tu vois, c'est des trucs comme ça, qui sont pas encore ouverts. Tu captes le truc. Ouais. Donc, on a vraiment un potentiel assez intéressant de commerce à ouvrir. Donc, il y a des gens à la ville de Montréal qui s'appellent les commissaires au développement économique et social, dont la job, c'est de dynamiser des artères commerciales qui sont en train un peu de mourir partout au Québec. Donc, tu en as à Montréal et puis tu en as partout au Québec. Hein. Tu as le développement économique et social de Joliette, de la Chine, de Ville-Saint-Laurent, etc., etc. Et donc, ces gars-là, il y avait des femmes aussi, ces gens-là, ils voyaient notre plateforme avec plein de commerces cool. Et donc là, ils ont commencé à nous appeler en nous disant « Rodolphe, comment je peux faire pour que tes commerces super branchés, au lieu de s'installer dans Saint-Henri ou dans Griffintown, etc., ils viennent s'installer sur le boulevard Gouin ?» Et je disais, bon, alors, c'est pas tout à fait le concept du truc. Moi, le concept, c'est que je les invite à ouvrir là où ça va fonctionner. Ouais. Et donc, je peux pas les envoyer sur des artères commerciales qui périclitent. Tu vois, donc ça marche pas. Je dis, par contre, si vous voulez,
Donc, on avait vu le pouvoir des communautés Facebook pour avoir des gens qui répondaient au sondage. Et je dis, par contre, si vous voulez, on peut interroger les gens de votre quartier via les réseaux sociaux pour savoir ce qu'ils aimeraient avoir dans leur commerce et tout. Et après, vous pourriez développer un système de bourse pour faire ouvrir des boulangeries ou whatever, type de commerce qui est demandé, quoi. Et donc, je commence à dire ça. Et ils disent, OK, parfait. Donc, ça s'appelait des études participatives, un truc comme ça. Et je commence à vendre ça. Ils me demandent combien c'est. Donc, moi, je suis un peu malin. Je vais regarder en ligne. Je vois que le seuil pour être en dessous d'un appel officiel d'offres, c'est $25 000 taxine. Donc, on facture 21 000 et quelques. Taxine, ça faisait 24 958. Et je dis, voici le prix. Et là, on commence à vendre à coût de 25 000 comme ça à toutes les municipalités du Québec. Donc là, je prends ma petite voiture et là, je vends des études participatives alors tu peux les nommer parce que j'en ai fait un paquet, la ville de Lévis, c'est dans ton coin, par arrondissement, on a fait la Malbaie, on a fait Joliette, je sais plus si on a fait Québec, on a fait quasiment tous les arrondissements de Montréal, on a fait Saint-Sauveur à Québec, etc. Et à chaque fois, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait de la pub sur Facebook dans la zone de la bonne région, dans les bons codes postaux, et on allait interroger un échantillon représentatif des consommateurs locaux et on comprenait leurs habitudes d'achat, comment ils se déplacent, les pertes commerciales, etc., pour derrière faire un bilan commercial de l'offre et de la demande qu'on vendait aux villes. Et donc moi, je m'inventais urbaniste parce que j'ai aucune formation en urbanisme. Si comme c'était quelque chose qui t'avait toujours passionné ou t'es juste comme non, on est tombé dedans par hasard. Et donc moi, je me retrouvais devant les conseils municipaux, pendant 2 heures avec tous les conseillers. Je distribuais des rapports papier, tout était papier. Mon associé faisait les Excel et puis moi, je faisais les InDesign pour tout mettre en page et imprimer. InDesign. Ouais, oui, exactement. Et puis à la fin, je leur donnais un cours magistral de 2 heures en leur expliquant ce que voulait leur population électorale. Et je leur disais, très cool, par contre. Ouais. Puis ça a dû te faire aussi voir du pays, là. Genre, tu sais, t'as trotté pas mal, sûrement. Ouais. Puis j'arrivais avec ma petite tête de français. J'avais jamais foutu les pieds de ma vie à Joliette. Et puis là, je leur disais comment mettre des racks à vélo et retravailler sur ce qu'on appelle l'équilibre commercial. En gros. As-tu l'impression dis-moi si t'as pas envie qu'on parle de ce truc-là. C'est juste, ça me passe par la tête. As-tu l'impression que une personne qui n'est pas, mettons, native d'ici, un Français, donc qui a émigré ici, qui vient un peu dire aux Québécois, hey, voici ce que vous pourriez faire pour mieux aller économiquement dans vos patelins, vos villes. Des fois, c'était-tu mal reçu? Genre, t'as-tu senti une friction par rapport à ça? Si tu veux, la xénophobie ou le racisme des Québécois envers les Français, honnêtement, c'est le plus léger de toutes les xénophobies à travers le monde. Hein. Donc, je me plaindrai jamais. Mais oui, tu as des gens qui t'expliquent que ça m'est arrivé d'avoir des situations où on dit t'es pas chez toi, qu'est-ce que tu racontes mais fair enough. Hein. Le monde est vaste, donc les opinions sont très larges. Donc non, moi, je pense que ça m'a plutôt servi d'avoir un prénom bizarre, un accent bizarre, d'avoir l'air sérieux. J'ai toujours travaillé de manière très sérieuse dans ma vie. Ouais. Et donc, ça m'a plutôt servi. J'avais 23 ans, 24 ans. Je rencontrais des maires, c'est quand même qui me recevaient dans leur bureau et qui me disaient « Je te fais confiance pour dessiner le plan de développement économique de Rivière-des-Prairies. » tu vois. Ouais, c'est très cool. C'est quand même cool. T'as-tu des fois eu, parce que là, j'essaie je me mets en avocat du diable là, un petit peu, là, mais t'as-tu déjà eu des fois des employés au sein d'une mairie ou d'un gouvernement municipal qui allait dire, mettons, ben là, ce qu'il va faire, en théorie, si on n'est pas super sur Facebook puis on peut poser les bonnes questions, on pourrait le faire à l'interne nous-mêmes, mettons? Ça t'es-tu déjà arrivé d'avoir ça comme contre-argument dans cette époque-là? Ouais, effectivement, mais c'était les premiers pas de vraiment avoir une technologie différenciante. C'est ça, t'étais encore en train d'itérer. On était encore en train d'itérer, mais on avait quand même développé déjà je te dirais, c'était pas vraiment une technologie, parce que si on avait un peu de tech, mais c'était surtout un mode opératoire qui était honnêtement très difficile à répliquer. En fait, c'est très dur, parce que si tu réfléchis 2 secondes, les réseaux sociaux, si tu regardes le problème, en fait, les réseaux sociaux, c'est fait pour faire des conversions. No matter what, ok? C'est le plus court chemin vers l'argent, ok? Ouais. Mais quand tu fais un sondage, tu as besoin de jeunes femmes, de vieux monsieur, etc. Et peut-être que le vieux monsieur, il va te coûter 80 fois plus cher que la jeune femme. C'est souvent le cas d'ailleurs, pour répondre à un sondage. Mais tu en as besoin pareil, parce que sinon, tu n'es pas représentatif. Ensuite, tu as des histoires de coefficients de pondération que tu peux appliquer, etc. Tu sais, c'est vraiment des statistiques assez avancées. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, ce n'est pas si trivial que ça. Parfait. Donc, même déjà à l'époque où on avait quasiment zéro technologie, juste le savoir-faire, on avait même comme premier client des instituts de recherche québécois, donc des firmes de sondage québécoises qui sont devenus nos compétiteurs plus tard, qui nous appelaient pour qu'on les aide en fait.
Très cool. C'est parce que cette nouveauté de données, cette nouvelle vague de données-là, et comment aller la chercher, ça, c'était plus dans votre cours que dans la cour peut-être des gens un peu plus old school ou des organisations plus old school. Ouais. Fait que là, y avait-tu une forme de répétabilité dans le modèle ou est-ce que ces études-là auraient pu être vendues chaque année, chaque 2 ans, ou vous alliez inévitablement comme saturer un peu le market à ce moment-là? Ouais, alors je sais pas si tu as préparé cette interview ou pas, mais tu mets le doigt exactement sur le problème qu'on a eu à cette époque. Donc, ça marchait super bien, ok? Tu sais, on était 2 là, je crois qu'on faisait 97% de marge brute là-dessus. C'est fou, hein, donc, ça marchait hyper bien. On avait juste nos 2 salaires et puis on imprimait du cash là. Donc, on est passé on n'avait pas du tout assez d'argent à, je crois qu'on faisait $500,000 de chiffre d'affaires à 2, tu vois. Donc, franchement. Vous étiez encore juste 2 à l'époque? Ouais, on avait des stagiaires français non payés. Là. Mais aujourd'hui, on fait plus ça, on paye tout le monde. Mais, donc ça fonctionnait honnêtement super bien. C'est malade, man. Et donc là, on a commencé à intégrer un accélérateur qui s'appelait Innocité. C'était l'accélérateur ville intelligente de Thunderfuel à l'époque. Et donc là, on commence à se faire brander Smart City. C'était à l'époque de Coder et Aochitilian, etc. et Stéphane Goyette qui lançait la ville intelligente, etc. Donc nous, on était en plein là-dedans. On était sur la démocratie participative, blablabla. Et donc voilà, et donc on a levé de l'argent sur ce business model-là de Smart City Tech, on s'appelait à l'époque. Donc le segment dans lequel on était, c'était Smart City Technologies, et donc on a levé 800 ou 900 000 dollars basé. Là, ça c'est la première fois que vous leviez du cash. Ouais, 2016, fin 2016. Aviez-vous de la dette d'accumuler pas mal ou non, zéro dette. Ouais. Cool, man. Donc là-dedans, il y avait 100 000 de dette, 800 000 d'équité. Donc là, on a fait rentrer la BDC et des grands investisseurs. Quelle année, excuse, t'as dit? Fin 2016. Fin 2016. Ça faisait 2016. 3 ans, là? Ça faisait, bah écoute, on a démarré décembre 2013, donc ouais, c'est ça, 3 ans. Ouais. OK, super. Fait que la période bootstrapped, elle a duré environ 3 ans. Ouais, c'est ça. Très cool. Mais bootstrap, on a songé quitter plein de fois, hein, parce qu'il n'y avait vraiment pas d'argent. Hein. Là, c'était quand même compliqué. D'autres, je vais faire un double-clic là-dessus, parce que moi, mettons, l'adversité puis l'échec, c'est quelque chose que je trouve difficile. Je n'ai eu de l'adversité dans ma vie, mais souvent, il y en a que j'ai passé à travers, mais souvent, je l'ai genre dodgé, puis j'ai fait trop de friction, trop d'adversité, je m'en vais ailleurs. The path of least resistance, là, je suis quand même pas pire en esti pour ça. Mais toi, t'as quand même eu plusieurs pivots, puis on n'a même pas fini. Là. Fait que genre, psychologiquement, tu trouvais ça rough pour ton ego? Ou ça te motivait? Ou ça... Tu sais, quand t'avais les réalisations avec ton partner de genre, ouais, mais ça marche pas, man, on va être dead broke si on change pas de quoi, genre, tu trouvais ça tough? Ouais, donc moi, non. Moi, alors, j'adore l'adversité. OK. Sans adversité, je trouve que la vie est plate. Moi, j'ai besoin d'adversité. Okay. Pour mon associé, qui est donc, pareil, c'est mon meilleur ami, hein, donc je parle de lui de manière très libre. Pour lui, ce qui était difficile, c'était le regard des autres. On était des losers, tu vois, vraiment. Et, validation externe. Et puis tu sais, tous nos amis, c'est con, mais ils étaient tous au HEC, donc là, ils commençaient tous à faire des carrières dans des grandes firmes, ils commençaient tous à avoir un peu d'argent, puis nous, on était restés au niveau étudiant, là. Et donc, mais vraiment, tu sais, normalement, tu sors d'université, hop, tu changes de game, là, tu vas très vite. Ton appart est plus beau. Voilà, exactement. Tu as de l'argent pour faire d'autres choses que survivre, quoi. Donc ça, c'était chiant cette période-là. Et heureusement, en fait, j'avais un groupe d'amis, que c'est toujours mon groupe d'amis, où on était tous entrepreneurs. Ah ouais? Mais dans différents trucs, il y en a des agences de com, voilà, d'autres qui ont monté des trucs qui sont crashés, d'autres qui ont monté des trucs qui ont vendu, qui ont fait d'autres choses. Mais on était tous entrepreneurs. Et donc, en fait, j'avais un cercle d'amis proches où on était tous entrepreneurs. Donc, en fait, moi, j'avais pas bougé, j'avais le même rythme de vie que le rythme étudiant. Et mes amis, pareil. Donc voilà. Donc ouais, non, mais c'était difficile. Moi, je me souviens d'appels de mes parents, surtout. Ah ouais? Ouais. Donne-moi un exemple. Bah, tu sais... Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Rodolphe? Ouais, tu sais, ils m'avaient offert l'université. C'était quand même cool. C'était avant que les frais soient doublés, là, mais c'était quand même un beau cadeau. Et puis là, ça fait 3 ans que tu es diplômé et je vivotais. Enfin, tu vois, j'étais pas disons que j'étais pas... Par rapport à ce que mes parents auraient voulu que je sois à cette époque-là, j'étais pas du tout là, quoi. Je comprends. Donc ouais, non, c'était intéressant. Puis là, je te ramène à la première levée de fonds. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est intéressant. Donc, on lève 800 ou 900 000 $. Donc là, on commence à embaucher nos premiers employés, nos premiers vendeurs, etc. Et là, donc janvier 2017, donc très très vite après, je commence à rappeler mes super clients, la ville de Joliette, je le cite plusieurs fois, c'était vraiment un super client. Et j'appelle et ils disent, mais Rodolphe, c'est super le rapport que tu nous as fait, on est super content. Mais là, tu nous as donné à boire et à manger pour 5 ans.
En fait, tu nous as donné une to-do list de trucs à faire là. On en a pour 5 ans. Donc, rappelle-nous, après les prochaines élections, en 2000, je sais pas quoi. Ouais. Et là, je me suis dit, merde, on va avoir 0 repeat business, en fait. 0 repeat business. Et donc là, on a engagé un 4e pivot, qui était un pivot qui n'est pas venu de nous, d'ailleurs. Là, pour une fois, j'ai relativement peu de mérite sur ce pivot-là, où en fait, on avait reçu des demandes entrantes, donc des inbound leads, pour utiliser les termes anglo, de centres d'achat. OK. Donc, des firmes BTB, First Capital, Cadillac Fairview, etc., qui sont des firmes qui possèdent de multiples centres d'achat. OK. Et ils nous avaient dit, regardez, ce que vous faites sur vos artères commerciales, c'est super intéressant. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose, mais dans un centre d'achat? Et donc, nous, au début, on s'est dit, franchement, non. Pourquoi ? Parce que les gens ne sont pas attachés à leur centre d'achat, etc. Et donc, on a fait ce qu'on appelle, c'est une expression un peu française, mais on envoyait des PPP. Donc, les PPP, c'est le paradis des prunes perdues. Donc, c'est comme des prunes, c'est de l'argot pour dire une quote, quoi. Voilà. Et donc, on disait, voilà, on envoie ça, on ne regarde même pas, on met un truc trop cher, ils signeront jamais parce qu'on ne veut pas faire ça. Et en fait, ces 2 firmes-là nous rappellent en nous disant, c'est génial, c'est ce dont on a besoin, let's go. OK. Donc là, c'était significativement plus cher. Là, c'était pas le même business. Et donc, on dit, OK, bon, on va essayer. Et on s'était dit, petit esprit fermé que nous étions, que voter ou donner son opinion sur son centre d'achat, ça serait moins engageant que sur son artère commerciale et que les gens participeraient pas sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, on s'était complètement trompé dans cette assumption-là. En fait, les gens qui magasinent dans un centre d'achat à toutes les fins de semaine, ils veulent absolument donner leur opinion sur leur centre d'achat. Et nous, on était biaisés par nos propres biais parce que là où j'ai grandi et là où je vivais, il n'y avait pas de centre d'achat. Dans le temps de Montréal, tu n'as pas vraiment des centres d'achat périurbains, tu n'as pas ça, tu vois. Et donc là, ça a commencé à super bien fonctionner. Mais là, super bien. Donc là, on a commencé à vendre donc, à des firmes, donc des real estate companies. Donc là, on est passé de Smart City Tech à Prop Tech, Property Tech, donc en real estate. Et donc, on vendait à des firmes donc, d'immobilier commercial. Qui ont du cash. Et par extension, enfin, tu vois, par effet miroir, on vendait également à des grandes bannières. Parce que quand tu vends à un centre d'achat qui est composé à 75% d'un Walmart, en fait, tu vends quand même la data à Walmart aussi. Tu vois, indirectement, quoi. C'est bon. Et donc là, on a commencé. Et donc là, on a commencé à vendre à des shopping malls en bon français et ce qu'on appelle les big box retailers, donc ceux qui sont des grosses boîtes, donc les Loblaw et les Rona et les Best Buy. Ouais, c'était pas de mes. Je sais plus si on a eu un client, je crois. Mais voilà, c'est ces gros commerce grosse surface. Grosse surface. Et on était super fort pour faire ce qu'on appelle donc de la zone de chalandise. Donc, aller interroger. Donc, zone de chalandise, c'est tu prends un point, c'est ton commerce, OK ? Et tu as 3 zones, la primaire, la secondaire, la tertiaire. La primaire, tu as 50% de ta clientèle qui habite là. La secondaire, tu as 70%, je crois, de mémoire. Okay. Voilà, un truc comme ça. Et donc, nous, en fait, donc c'est très important de voir quelles sont les fuites commerciales que tu as dans ta zone primaire, secondaire, tertiaire pour savoir pourquoi, alors que le gars, il habite plus près de chez Rona que de chez Home Depot, pourquoi il va chez Home Depot. Tu vois. C'est bon. Tout ce genre de calcul-là, on a fait ça pendant des années. Très cool. Et donc voilà. Et donc là, on s'est mis à vendre des gros contrats bien juteux à tous les noms que je t'ai cités. Et mon associé, lui, a déménagé en France. Okay. Donc lui, français aussi d'origine. Pourquoi ? Pour suivre sa femme, qui est médecin en France. Donc il est tombé amoureux. Et donc il l'a épousée. Donc ça va bien. C'était un bon. Il lui a fait 2 enfants. Donc c'était un bon pari. Et donc là, on a commencé à développer la compagnie sur 2 continents. La France et le Canada. Avais-tu des doutes par rapport à ce split pas de focus, mais de géographie-là? Ouais, bah oui, c'était un énorme risque. C'était un énorme risque. Donc en fait, non seulement on a levé des fonds, mais en plus, juste après avoir levé des fonds, on a pivoté et après on s'est séparés. Donc, c'était ça, on a mis risque maximal. T'avais-tu un CA, puis certaines personnes dans ta genre de gouvernance qui étaient comme yo, là. Ouais, alors, écoute, je me souviens plus trop. On avait un CA, on avait Robert Dutton, l'ancien PDG de Rona, qui est d'ailleurs un super invité, si tu veux l'inviter un jour. Et lui, il était très supportif de notre move. C'était une toute petite compagnie, là, quand même. On avait une dizaine d'employés. Donc, voilà, on s'est séparés sur 2 pays. Et là, on a commencé à faire la compétition de qui faisait le plus grand chiffre d'affaires entre le Canada et la France. Parce que là, est-ce que... OK, fait que dans le fond, le modèle d'affaires qui a fonctionné ici, sur les grandes surfaces, sur les centres d'achat,
Ton partner, c'est Louis, excuse-moi. Louis, il a dit, moi, je fais la même affaire à Paris, puis toi, tu continues de faire ça ici. C'était un peu ça, genre? Ouais, c'était ça. À Lille, d'ailleurs, on a démarré dans le nord de la France. OK. Et oui, c'était ça. Donc en France, je ne vais pas te donner les marques parce que tu ne vas pas les connaître, mais les équivalents de toutes les brands que je t'ai nommées plus tôt, il a fait la même chose en Europe. Okay. Et donc là, Decathlon, qui s'est installé ici, c'est un de nos gros clients. Oui. Decathlon, ce qui est génial, c'est qu'en France, ils en ont, je ne sais plus combien, des centaines. Et donc en fait, quand t'en fais un, t'en fais toute la région, puis après, ils font des études. Les retailers, ils en font beaucoup plus souvent parce que tu sais, ils ont les soldes, les promotions, etc. Et donc là, on a commencé à rentrer dans un vrai bon business récurrent avec des gros détaillants, clients récurrents, avec de l'extension internationale. Ouais. Et pareil sur les centres d'achat. Puis là, on dirait que j'ai réussi à faire un peu de preview sur... J'ai comme deviné c'est ça le mot que je cherchais, à peu près ça s'en allait où avec le premier pivot. Non, j'ai deviné pourquoi il y avait besoin d'un pivot, là, la non-répétabilité des villes. Ouais. Mais là, on dirait que j'ai de la misère à deviner le prochain pivot, pourquoi il arrive, parce que je suis comme... c'est un gros market. Le dernier pivot, il vient de Wuhan, si tu veux un indice. Ah oui, il y a un laboratoire là-bas. Ouais, exactement. C'est un pivot pangolin. Ouais, un pivot pangolin, ouais, exactement. Donc en fait, tout va bien. On lève une série A en 2019, mi-2019, une grosse série A. On a annoncé 13 ou 15 millions, je ne sais plus, okay. Avec Bright Spark. Et donc là, voilà, on dit, OK, on va devenir l'outil de référence pour tous les centres d'achat et tous les gros détaillants du monde entier. C'est parti, quoi, tu vois. Retail, tech, voilà. Suite après ta série A en 2019. Donc ça, c'est juillet 2019, série A. OK. Et donc là, janvier, pour te donner des chiffres, parce que c'est intéressant. Q1 2020, on fait $700 000 de chiffre d'affaires. OK. Et puis là, pandémie, quand même. Truc out of the blue à l'époque, quand même. Donc fin mars 2020. Et donc là, tous nos clients, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment. Donc ils ferment leurs portes. Littéralement. Et donc en fait, on fait 700 000 à Q1 et à Q2, on fait 100 000. Puis là, j'ai tout le monde qui m'appelle et qui me dit qu'est-ce qu'on fait? Puis là, tout restait fermé. Et donc, je me suis dit, OK, là, c'est terminé, en fait. Je vends de la data pour des centres d'achat, pour interroger les shoppers, les consommateurs. Mais là, il n'y en a pas. Donc, en fait, ça ne marche plus du tout, quoi. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Ouais. Et donc là, on a amorcé le dernier pivot, qui était encore un peu un mélange de chance et d'opportunisme. En fait, en décembre 2019, donc quelques mois avant la pandémie, on s'était fait approcher par un cabinet de conseil allemand qui s'appelle Roland Berger, comme un assez gros cabinet, qui nous a dit, votre technologie, là, oui, je sais que vous faites des cercles, comme je t'ai expliqué, des zones de chalandise de 10 km ou 20 km. Est-ce que ce cercle-là pourrait être un pays entier comme la France, par exemple? Et on avait dit, je pense pas, mais bon, on va essayer. Donc, on avait essayé d'appliquer notre même technologie, parce que là, je te passe aussi... On avait développé une vraie technologie. Là, tu avais un dashboard analytics, etc. C'est avec tout l'argent qu'on avait levé, on avait embauché plein de devs, on a fait vraiment une grosse plateforme tech. Là, c'est là qu'on l'a démarré. Et donc, on se teste avec Roland Berger. Et je me souviens très bien du premier test. Ils nous disent, notre client, c'est un distributeur de produits vietnamiens à destination des immigrés de première, deuxième, troisième génération vietnamiens en France. Est-ce que vous êtes capable d'aller me chercher un échantillon représentatif des immigrés vietnamiens en France de première, deuxième et troisième génération et de comprendre leurs habitudes alimentaires? Jesus Christ. Ouais. Et donc, on dit, regarde, on va te donner une chance au truc. On le fait et ça marche super bien. Et donc, on arrive à détailler, je te passe les stéréotypes, mais si quand tu es immigré vietnamien depuis troisième génération, tu es passé au pain baguette ou si tu es encore au nem et dans quelle proportion tu fais ça, quoi. Donc voilà. Et donc, on a fait ça et on s'est dit, OK, ça marche super bien. Donc, Q2 2020, je dis avec mon associé, on dit à toute notre équipe, all in on consulting firms. Et donc là, on s'est mis à appeler. Est-ce que, attends, parce que là, le pivot était au niveau du ICP, l'Ideal Customer Profile changeait, mais la tech, elle avait pas nécessairement besoin d'avoir une espèce de rewrite ou de développer une chier de nouvelles features. Elle était capable, la tech existante, de générer assez de valeur pour ce nouvel ICP-là? Ouais, exactement. Donc la tech existante, en gros, la capacité d'aller interroger des gens selon des critères spécifiques et le tout sur un dashboard analytics, etc., ça fonctionnait. Il y avait quand même des trucs à changer. Oh oui, mais... Tu sais, la homepage de la plateforme Potluck, à l'époque, tu arrivais, c'était une croix avec ton commerce et les zones avec des... Ouais. Donc, tu sais, il y avait quand même tout avait été pensé pour le faire autour d'un point géographique. Donc là, la géographie devenait secondaire, voire tertiaire. Et donc, on a commencé à le faire, évidemment, monopays, puis multi-pays, puis world. Maintenant, on interroge régulièrement des échantillons du monde entier sur les habitudes de voyage, etc.
Et donc, voilà. Et donc, c'est là que ça a fait ça. Et alors, donc, pour reprendre mes chiffres, parce que c'était quand même assez intéressant, ce pivot, Q1 2020, on avait fait 700 000. Q2 2020, 100 000. OK. Donc là, tout le monde m'appelle et me dit qu'est-ce qui va se passer. Q3 2020, 700 000. Donc, on revient à Q1 en ayant complètement changé la base de clientèle. Et Q4 2020, 1,8 million. Donc, en fait, le truc a explosé. Fait que là, t'étais all-in, let's go. Ouais. Et depuis, on a fait all-in. Ça fait 4 ans maintenant qu'on est all-in sur cette verticale et que ça a explosé, en fait, x30 depuis. Très hot. Donc, très hot. Donc voilà. Et donc, ça, c'est le pivot actuel. Et puis après, je te passe plein de détails. Déjà, j'ai l'impression d'avoir été très long, mais Ah non, mais pense même pas à ça. Je veux dire, c'est tellement intéressant, même. Tu couperas. Je couperai rien de ça. OK, parfait. Fait que là, tu décides-tu de fueler cette nouvelle stratégie-là avec d'autres capitales de risque? T'es-tu comme rendu à te dire, OK, série B est sur l'horizon parce que là, j'ai besoin de nourrir ça? C'est-tu pas mal ça ton next step une fois que tu te rends compte? On a fait la série B. On l'a fait fin 2021, donc il y a 3 ans maintenant. C'est bon. Basé sur consulting and private equity. Pour être parfaitement honnête, en fait, on s'est mis à vendre, donc plus à des détaillants, mais on vendait quand même encore à des marques. Donc, on a vendu à des... Je sais rien, au Québec, on vendait aux biscuits Leclerc, tu vois, voilà, des marques comme ça, BMW, Marriott, Burger King, etc. Mais au niveau, pas forcément autour d'un point de vente, tu vois, on vendait la techno de sondage, quoi. Et ça, on a complètement arrêté aussi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu vends, je vais prendre les biscuits Leclerc comme exemple, en fait, ils s'attendent à ce que derrière, tu fasses du conseil par-dessus. En fait, ils te disent, OK, doit-on se lancer ou pas au UK ? Je dis n'importe quoi. Puis donc, tu fais toute l'analyse et puis à la fin, ils s'attendent à ce que tu dises go, no go, sous quelles conditions, etc. Comme une firme de consultation. Comme une firme de consultation. Okay, et donc ça, j'ai voulu complètement éliminer. Donc ça, c'est un micro-pivot récent, parce que c'est janvier 2024, donc là, c'est à 6 mois, où on a décidé qu'on allait fournir de la data uniquement à des gens qui sont eux-mêmes le professional service, bon. Parce que sinon, nous, fallait qu'on le fasse à l'interne. Puis là, private equity, là, laisse-moi essayer de freestyler un petit peu c'est quoi le code d'utilisation de Potluck. Moi, je suis un private equity, je veux acquérir des compagnies, je veux les roll-up, genre partager les ressources entre ces compagnies-là. Mais avant d'acquérir ces compagnies-là, je veux m'assurer qu'il y a des tendances macro puis des vents d'eau qui vont pousser ces compagnies-là dans la bonne direction. Ou est-ce que j'ai pas leur trajectoire de croissance, je suis pas mal sûr qu'elle va continuer même ou même accélérer. Puis genre, augmenter mon niveau de confiance dans les acquisitions que je fais. C'est-tu genre ça? Donc, c'est principe. T'es pas loin dans ton freestyle. Je suis pas loin, mais corrige mon freestyle. Donc, on fait 60% de notre business aujourd'hui, c'est des due diligence. Okay, donc, en fait, compagnie A veut acheter compagnie B, compagnie A pouvant être un fonds de private equity ou un client d'une grosse firme de conseil. Et donc là, dans une revue diligente, la traduction de due diligence, ils font ce qu'on appelle une commercial due diligence, où là, ils vont interroger des clients et des non-clients de cette marque pour voir ce que les gens en pensent, quelles sont les opportunités de marché, etc. etc. Bon. Donc en fait, pour sizer un marché, tu vois, si toi, quelqu'un voulait racheter ton podcast, il sizerait le marché du podcast québécois, tu vois. Ouais. Pas à vendre. Pas à vendre, c'est bon. OK, c'est trop hot, man. Là, ma prochaine question est au niveau de la donnée. Ouais. Parce que là, toi, tu collectes, je veux dire, génères de la nouvelle donnée à la limite, là, avec toutes les questions que tu poses, les sondages que tu envoies via les réseaux sociaux et autres. Tu l'entreposes, cette donnée-là. Mm-hmm. Ensuite, tu dois la nettoyer, la manipuler, puis ensuite, tu la valorises, right? Tu l'envoies dans des dashboards, tu l'envoies à des gros comptes qui payent pour ça. C'est-tu comme... Y a-tu des aspects tricky ou genre risqués à gérer autant de données? Ça t'a-tu créé des casse-têtes? Y a-tu une histoire là ou comme pas tant? Si. Bah, c'est nous... on est dans le data collection business. Hein. C'est quand même ça, notre business. Donc, tous ces sujets, à la fois, sont complexes et importants. Donc, data privacy, chez nous, c'est très important. Donc, je te donne plein d'exemples. Est-ce qu'on peut récupérer de la donnée pour interroger des mineurs ? Est-ce que je peux récupérer de la donnée de santé ? Tout est déclaratif. Hein. Moi, je pose... tout est déclaratif. C'est-à-dire que moi, je pose des questions aux gens et les gens décident ou pas de répondre. OK. Tu vois ? Okay. Donc, c'est pas de la donnée secondaire. C'est pas à Cambridge Analytica où tu vas aller prendre de la donnée secondaire, c'est-à-dire de la donnée où tu observes les gens. Moi, je te pose une question. Si tu n'es pas content, tu fermes la page et tu réponds pas au sondage.
Mais est-ce qu'on a le droit de poser des questions à des mineurs? Est-ce qu'on a le droit de poser des questions de santé? Est-ce que j'ai le droit de savoir ton groupe sanguin, etc. À quel point j'ai le droit de savoir tes informations personnelles, etc., etc. Donc, il y a tout un enjeu sur la privacy des données. Ensuite, on travaille dans plein de pays qui respectent pas forcément des chartes auxquelles donc tu vois quand pas tout le monde qui a un GDPR maintenant. Voilà, donc quand tu vas en Arabie Saoudite, en fait toute la donnée que tu récoltes à propos de résidents saoudiens appartient au gouvernement saoudien. Donc aussi. Donc en fait, tu as plein de règles comme ça à l'international qui sont quand même assez complexes. Je te parle pas des risques de hacking, etc. Nous on a une stack de sécurité, j'ai une équipe de data privacy and IT security qui est très avancée pour s'assurer qu'on puisse pas se faire hacker. Et la dernière partie qui est celle sur laquelle on fait le plus d'efforts au quotidien, c'est la partie fraude. Donc en fait, donc dans les pays Asie du Sud-Est, l'Inde, le Pakistan, etc., tu as énormément de gens qui gagnent leur vie en fraudant le système. Donc en fait, imagine que là, je fais un sondage sur les CFO américains de compagnies publiques. Pour répondre à un sondage, il faut que je les paye genre $100. Parce que ces gens-là, franchement, répondre à un sondage de 10 minutes, si c'est moins de 100 US, ils vont pas le faire. Donc là, tu mets un lien public sur Internet où, en fait, n'importe qui répond correctement à toutes les questions de passage, à la fin, gagne 100 US. T'imagines, toi, la seconde où on publie ça, en fait, le lien, il est sur des books Telegram dans lesquels je suis également, de fraudsters à l'international, avec tous les mecs qui se partagent toutes les questions de tu vois, et donc, ils savent très bien utiliser des VPN. Ils sont très malins, hein. Ils savent très bien utiliser des VPN. Ils savent très bien ChatGPT. Moi, c'est a blessing and a curse parce qu'en fait, les verbatim, c'est-à-dire les questions ouvertes, tu faisais souvent la différence entre un vrai et un faux. Maintenant, je te génère des piles et des piles de bullshit faciles, etc. Donc, on a un niveau de data cleaning et data security au niveau des sondages qui est énorme. Ça va être insane. C'est insane. Donc, pour s'assurer que, un, les gens qui répondent sont les vrais gens, et deux, qu'ils ont répondu en faisant attention. Tu sais, parce qu'à la fin, tu peux dire, OK, ça fait 3 minutes que je réponds à tes questions, là, maintenant, je fais que réponse A, ça s'appelle les straight liners. Ou tu as les speeders, les gens qui répondent en 2 minutes à un questionnaire de 8 minutes. Ou tu fais des coherence checks, donc je te pose la même question 2 fois différemment, je vois si tu réponds la même chose. Tu sais, on a un nombre de trucs comme ça, t'as pas le choix. C'est ça. Sinon, genre, si 20, 30, 40% de la data que tu me donnes comme firme de PI ou de consultation est tachée ou est comme pas legit, ça me sert à rien. Donc, on est dans une industrie qui est... Donc là, pareil, tu peux me starter là-dessus, je peux parler pendant des heures, mais on est dans une industrie, donc l'industrie du sondage, l'industrie du market research, c'est 100 milliards. Okay, l'industrie du sondage, donc primary research, c'est 70 milliards. OK, fait que le delta, c'est quoi? C'est secondary research. L'observation, comme tu parlais. C'est de la data qui existe, que tu observes. C'est du social listening, des trucs comme ça. Donc, 70 milliards de primary research. Nous, on estime à l'interne que tu as à peu près 50% de ça qui est de la fraude. Donc, on parle d'une fraude de milliards de dollars. Donc, il y a beaucoup de gens qui vivent très, très bien de la fraude dans le sondage. Et donc, moi, j'ai beaucoup de mes concurrents qui sont partis en faillite, quoi, à cause de ça. Donc, nous, si tu veux, chez Potluck, depuis jour 1, on a dit, moi, je suis prêt à parier ma maison que chacun des répondants que je te donne, toi, client, c'est un vrai répondant qui a vraiment répondu en faisant attention à toutes les questions. Et donc, on est plus cher, évidemment. Ça, c'est la dernière partie. Fait que ça veut dire que, mettons, dans tes OPEX, là, genre tes salaires, là, tu dois avoir cybersécurité ou genre gestion de data, ça doit être un gros poste. Ouais, on a une énorme équipe en data engineering, data privacy, IT. T'as-tu pour le côté data privacy, puis tout ça, t'as-tu genre littéralement des avocats sur le staff? Ouais, oui, bien sûr. Temps plein pour Potluck. Ouais, sur data privacy. Ouais. C'est ça. C'est un big deal pour nous. Hein. Exact. C'est très je comprends, c'est existentiel. Là. Ouais. OK, cool. Puis, qu'est-ce qui... T'as comme parlé de compétition, fait que ça a quand même mis la puce à l'oreille, mais mettons que je suis la firme de private equity ou la boîte de consultation +++, là, puis je veux régler le problème de identifier des tendances pour justifier une transaction, mettons. Si Potluck n'existe pas, comment est-ce que je règle ce problème? Soit avant que vous existiez ou y a-tu beaucoup de compétition? Genre? Ouais, on a quand même de la compétition. On a plutôt de la chance de ne pas avoir beaucoup de compétition moderne. On est plutôt, on s'attaque à une industrie qui n'est pas sexy de base, parce que le sondage, le réflexe des gens, c'est de rouler des yeux, tu vois. Donc moi, ça aussi, c'est un autre truc que j'aime bien, tu vas m'attaquer à un truc vraiment pas sexy, là, et puis devenir un pro du truc. Donc il y a des solutions alternatives de marché. En gros, quand tu es consultant aujourd'hui, tu vas créer ton questionnaire toi-même que tu vas scripter sur une plateforme de questionnaire scripting. Donc là, tu en as plein. Ensuite, il faut que tu ailles voir un autre provider qui est souvent, donc c'est ce qu'on appelle des panels consommateurs. Donc, tu vas essayer de trouver des panels consommateurs
à peu près fiables pour qu'ils vont te donner la matière brute. Et ensuite, tu vas cruncher la data dans Excel en oubliant pour la majorité des cas les tests de student et de key carré qui sont des tests statistiques de base pour justifier, etc. Donc en fait, t'es complètement... t'as un outil pour créer ton question. Ensuite, t'essayes d'envoyer ça à des panels complètement random en essayant d'avoir assez de répondants. Et ensuite, tu fais du data slicing and dicing sur Excel. T'as pas une plateforme de A à Z où tu crées ton question, tu as l'entièreté des sources, d'où viennent les répondants, etc. Et en plus, tu as la partie analytique. Il n'y a pas une seule plateforme qui fait ça. Got it. Je veux faire un pivot sur ta carrière à toi, d'un point de vue plus individuel, parce que là, tu es passé carrément de l'étudiant bootstrappé, fundé sur les subventions, littéralement qui demande à des gens dans la rue, hey, viens payer ça sur cet iPad-là pour me donner de la donnée que moi je vais aller vendre, mais qui va te bénéficier à toi aussi, je suis CEO, on a levé d'un scale-up, c'est plus juste une start-up, je pense. Je sais pas, tu te définis de même ou on s'en fout? Scale-up, c'est bien. Scale-up, c'est bien, ouais. Cool. Le CEO d'une scale-up, levé presque 100 millions. Vous êtes combien d'employés dans le staff? 200 employés. Vous avez des gros clients partout dans le monde, etc. Ton quotidien doit être violemment différent des OG, tes histoires d'origine sur Montréal que tu parlais. Fait que, qu'est-ce qui a été... comment je vais le cadrer? Qu'est-ce qui te manque le plus des 3-4 premières années? Puis qu'est-ce que t'aimes le plus des nouvelles années? Donc, moi, j'ai un... c'est une bonne question. Donc, ma vie aujourd'hui, c'est un agenda très chargé. Ça la résume assez bien. Ouais. Donc, dans une journée type, je vais faire, je sais pas, peut-être 17 meetings back-à-back de 30 minutes, tu vois, un truc comme ça. J'ai vraiment l'impression de mettre la tête dans une machine à laver là, et de sortir de là en fin de journée épuisé. Et j'essaie d'avoir un peu de bande passante mentale pour passer du temps avec mes bientôt 2 enfants. Nice. Parce que ma femme est enceinte de 8 mois et demi du deuxième. Et puis de faire un peu sport. Mais donc vraiment, c'est très, très... Parce qu'en fait, moi, je suis un opérateur. Donc, je suis pas du tout dans ma tour d'ivoire à donner des grands ordres, etc. Moi, je suis au quotidien... dans les problèmes du quotidien. C'est ça que j'aime, en fait. Moi, j'aime bien mettre les mains dedans. À partir du moment où j'ai pas les mains je suis pas hands-on, je me sens useless. Enfin, ça m'intéresse pas du tout. On prend le temps de réfléchir de temps en temps, mais je fais pas de la grande stratégie tous les jours. Je suis vraiment dans les problèmes. Et donc, moi, ma job, en gros, c'est de résoudre les problèmes que tous les niveaux de hiérarchie en dessous de moi, et j'ai des gens très intelligents en dessous de moi, n'ont pas réussi à résoudre. Ouais, okay. Donc, tu sais, je sais pas, gros feux. Voilà, je dois avoir 4 à 5, de temps en temps plus, niveaux de hiérarchie en dessous de moi. Et donc, en fait, ils sont tous empowered et intelligents et formés pour résoudre des problèmes. Et donc, en fait, quand le truc remonte et arrive sur mon bureau, c'est que c'est un problème que mon VP, je sais pas quoi, a pas réussi à résoudre. Et donc, c'est des vraies merdes. Donc, et donc, ça, j'en gère une dizaine par semaine. Des vrais gros problèmes. Mais ça te motive, ça? Bah, ça, j'adore. Genre, parce que t'as dit que l'adversité, ça t'aimais ça de frotter le nez là-dessus. Fait que, OK. Donc ça, c'est mon truc d'aujourd'hui. Donc, en fait, ce que j'aime aujourd'hui, c'est le challenge intellectuel des problèmes, parce que je dois résoudre des problèmes que des gens très intelligents n'ont pas réussi à résoudre. Donc ça me drive. Ce qui me manque, c'est la paix d'esprit et la naïveté que j'avais dans mes jeunes années, où en fait, je pouvais... Parce que là, les problèmes, tu les résous pas. Évidemment, je les résous pas en une minute. Je suis pas un génie, quoi. Donc en fait, il faut que je réfléchisse, il faut que j'aille interroger des gens, il faut que je fasse du problem solving, complex problem solving. Et donc en fait, ces problèmes, j'appelle ça mes singes, moi, je les ai sur mes épaules, et puis je vais me doucher avec, et je me promène avec. Et donc j'ai en permanence, si tu veux, mes 10-15 problèmes qui roulent dans la tête au fur et à mesure. Clink, j'arrive à les résoudre et tout, mais je les ai tout le temps avec moi. Donc ça, c'est ce qui me manque le plus, c'est la paix d'esprit que j'avais. C'est une excellente réponse. Est-ce que les singes, tu réussis à les faire taire via du sport ou juste quand tu dors? Tu comprends ce que je veux dire? Comment tu fais pour déconnecter un peu? Genre? Alors, ça a été un problème quand la business a commencé vraiment à scaler, tu sais, les 2-3 premières années où là, vraiment, j'arrivais pas du tout à m'en débarrasser tout le temps. Et en fait, maintenant, j'étais tellement habitué à avoir des gros problèmes. Enfin, des gros problèmes. Enfin, de gestionnaire, hein, toute chose étant relative, quoi. Que maintenant, c'est mon day-to-day. Donc, il y a un nouveau problème qui arrive. C'est juste t'as comme le muscle développé de complètement jongler avec des plus gros problèmes critiques. Ouais. Et donc, je sais qu'il y a... Enfin, tu vois, ça serait... Pour une personne non initiée, mon métier est horrible parce qu'en fait, tu ne fais... Mais bon, en fait, quand tu es sur le 911 pendant 10 ans, à la fin des trucs, il n'y a plus rien qui te surprend, tu vois. Moi, c'est un peu ça. Moi, il n'y a plus rien qui me surprend.
Ah ouais. Bah, c'est un gros statement. Non, mais dans mon business. Ouais, ok, c'est bon. C'est rare sont les... Non. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est peut-être que ça... Je veux pas que ça sonne prétentieux, parce qu'il n'y a aucune prétention, mais en fait, j'ai tellement géré de problèmes compliqués et chiants dans les dernières années que maintenant, le nouveau problème que j'ai, il est rarement plus compliqué que la somme des précédents. Je comprends. Voilà, c'est juste another one, quoi. And another one. Qu'est-ce qui est le plus tough à propos de travailler avec toi? Ce qui est dur, c'est que moi, je suis très exigeant. Je suis très exigeant. Par rapport au résultat? Je suis très exigeant par rapport à tout. Je pense que mais il faudrait demander aux gens qui me reportent. Mais je pense que c'est dur de me reporter parce que j'ai un degré d'exigence très élevé sur tout. Donc, je tolère aucunement pas la médiocrité, ça serait trop fort, mais la moyenne dans aucune sphère de l'entreprise ne me convient. Parfait. C'est good enough, c'est pas bon pour moi. OK. Good enough, c'est bad. Parfait. Donc, pour moi, on doit être outstanding. Chez Potluck, on a 36 practice. Donc, ça, c'est beaucoup. Ce que j'appelle une practice, c'est... J'ai legal, sales engineer, product design, blablabla. Un peu comme des départements. Ouais, des départements, ouais. J'en ai 36. OK. C'est beaucoup. Bah, ouais, c'est beaucoup, mais en fait, c'est tu sais, t'as HR, talent, learning and development. T'en as plein, quoi. Accounting, account payable, account receivable. OK, mais il y a quand même une certaine granularité. Ouais, c'est ça. On appelle ça des practices. C'est bon. Donc, c'est des métiers. Donc, voilà. Et je veux qu'on soit les meilleurs dans ces 36 métiers-là. Donc, je veux pouvoir donner une conférence sur le accounting ou le FP&A de chez Potluck parce qu'on est meilleur que la majorité des entreprises dans ce sous-domaine-là, quoi. Donc, pourquoi t'es de même, tu penses? J'aime bien, j'aime bien l'excellence opérationnelle et mon associé, on partage ça aussi. On aime bien l'excellence opérationnelle. Donc, mon associé est encore pire que moi. Il peut pas tolérer une mauvaise mise en page dans un Excel. Moi, je tolère pas la moindre faute d'orthographe, la moindre faute même de communication ou un manque d'empathie ou une erreur de leadership. Je sanctionne très durement, très vite, tu vois. Okay. Donc, je pense que c'est dur et en même temps, je sanctionne. Je soulève parce que j'aime bien que les gens apprennent de leurs erreurs. Oui, et moi le premier. Mais voilà, je pense que Louis comme moi, on a un niveau d'exigence très élevé pour les gens qui nous entourent. Et donc c'est cool parce que les gens ils savent que chez nous c'est Ivy League, tu vois. C'est A players want to play with A players, tu vois. Donc chez nous, chez Potluck, il y a pas beaucoup de place pour des joueurs moyens. Ok. Est-ce que j'imagine que tu te tiens au même standard? Moi, je me tiens au même standard, mais moi, je me trouve nul. Je me trouve très régulièrement en dessous. Je suis très dur avec moi-même. Ouais. OK. Ouais. Est-ce que c'est facile de te donner du feedback constructif sur un truc que tu as foiré, peut-être? Oui. Alors, c'est intéressant parce que... Ça, c'est intéressant. Parce que moi, je donne beaucoup de feedback constructif. C'est toujours constructif. Hein. On a 12 leadership principles chez Potluck. Il y en a un, c'est constructive feedback is a gift. Donc, ça veut dire, c'est génial. En fait, si je prends le temps de te donner du feedback, c'est parce que I care et je veux que tu progresses, etc. Le problème avec le feedback constructif, c'est souvent un problème de perception. Parce que c'est rarement de la mauvaise foi, c'est souvent de la bonne foi. Puis si tu prends le temps de l'appliquer ou de le considérer, c'est genre un net positif. Puis la majorité du temps, le monde ne va pas prendre le temps de te le donner. Oui, bien sûr. Fait que je comprends ce que tu dis. Donc, constructive feedback is a gift. Après, il faut éviter les espèces de shit sandwich classiques, genre merci beaucoup, juste ça serait bien, mais t'es super. Tu vois. Donc, t'as plein de façons. Donc, nous, on apprend beaucoup à donner du feedback. Et chez Potluck, on est très proactif dans la demande de feedback. Donc, ouais, moi, dès que j'évalue mes propres employés, je me fais évaluer avec. Donc, j'ai du top-down evaluation. Est-ce que c'est facile de donner du feedback constructif à toi? J'espère que oui. Okay. Ouais. Tous les employés de Rodolphe, vous pouvez me DM. Ouais, bien sûr. Non, mais si tu veux, quand tu es chef d'entreprise de 200 personnes, tu as toujours des gens qui sont pas contents. Donc moi, par exemple, je fais des one-to-one avec tous les employés en tout temps. Donc je vois... Tous les employés? Tous les employés. Tous les employés? Tous les employés, sans exception. Jesus Christ, c'est pour ça que tu as 17 meetings par jour, man. Notamment. Et donc, qui me disent que tout va bien, ça m'intéresse pas, en fait. Je sais qu'il y a plein de trucs qui vont bien, je sais qu'on a une belle culture, etc. etc. Mais je leur dis, bon, vas-y, j'ai plein à l'interne, ils se moquent de moi parce que j'ai toujours les mêmes structures pour les enclencher sur du feedback un peu constructif. Je leur dis, OK, si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi? Si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais? C'est quoi les frustrations? Voilà. Et donc, je cherche la merde partout, et donc je la trouve tout le temps. Parce que, en fait,
Non, mais c'est vrai, quand tu grattes, tu trouves, tu vois. Alors, tu parlais des différences culturelles tout à l'heure en off, t'as les Américains qui vont dire amazing, 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 mais au 5e amazing, tu dis, bon, maintenant, tell me what's not amazing. Et là, tu l'as. Les Français, ils vont jamais te dire amazing, ils vont tout de suite te dire ce qui va pas, et à la fin, ils vont dire, mais by the way, c'est amazing. Donc, tu as des différences culturelles sur la façon de donner du feedback, mais globalement, les gens ont toujours un degré de satisfaction et des trucs qui les rend insatisfaits. Et donc, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que ce qui les rend insatisfaits, comme ils sont intelligents, c'est souvent ma to-do list des trucs à changer. Ouais, je comprends. Et donc, soit c'est déjà dans mon roadster de projet stratégique qu'on est en train de mettre en place, et dans ce cas-là, tout va bien, je leur dis, regarde, t'inquiète pas, comme on va restructurer ici, ça va mieux aller. Soit je me dis, OK, donc là, c'est intéressant, c'est quand même la 3e personne qui me mentionne que la collaboration entre les sales engineers oversee sur les deals américains à cause du time, machin. Donc, je pense que dans ma restructure d'équipe, il faudra que j'assure qu'il y ait de la présence en time zone. Et donc, donc c'est ce que je fais au quotidien. Donc, je cherche la merde tout le temps, moi. Donc, les gens, ils me donnent du harsh feedback. J'adore. C'est vraiment intéressant, dude. Tu te rappelles, quand tu me contais les débuts de Potluck, tu me disais, psychologiquement, il y avait une forme de support autour de moi dans la forme d'un groupe d'amis entrepreneurs qui se cassaient un peu les dents sur l'entrepreneuriat, un peu comme moi. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une forme de support, un groupe similaire? Qui t'entoure, genre? Donc, moins, parce que j'ai moins ça, mais c'est mon associé. Honnêtement, mon associé et moi, donc on fait 1 heure de call par jour. OK. Toujours. On s'appelle toujours. OK. Donc là, maintenant, il est à New York, donc on s'appelle en fin de journée, mais avant, il était en France, donc on s'appelait tôt le matin pour moi. Et donc, tous les jours, on règle des problèmes à 2. En fait, on prend toutes les décisions de la boîte à 2. OK. En fait, c'est nos 2 cerveaux qui font qu'on est bon. Tout seul, on n'est pas bon. Lui, il a des blind spots énormes. Moi, j'ai des blind spots énormes, etc. Et donc, en fait, on se lise toute la journée. On s'envoie des bullet points dans Slack. Clac, 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 clac. Et le soir, on se dit, OK, on a 15 bullet points, 15 décisions. C'est parti. Question 1, qu'est-ce qu'on fait du podcast de François? On s'engueule, et hop, on prend une décision. Point 2, etc., etc. Donc, en fait, on fait... Tous les jours, on prend des décisions comme ça. En fait, on en prend tellement qu'on s'en fout d'avoir raison ou tort, tu vois. Enfin, on essaie juste de prendre les meilleures décisions le plus rapidement possible. Ce que j'explique souvent à mes leaders, c'est que les gens opposent une bonne décision à une mauvaise décision. Et moi, je suis pas d'accord. Pour moi, l'ennemi d'une bonne décision, c'est surtout une décision lente. Et donc moi, je dis, nous, on prend des décisions good or bad, mais par contre, on les prend super vite. Et dans la journée, on prend 15 décisions. Et donc, à la fin de ce call de 45 minutes, il reste 15 minutes. Et Louis et moi, on envoie des Slack et des emails à toutes les équipes. On dit, OK, ça, on a décidé, on va à gauche. Ça, on a décidé, on va à droite. Ça, on a décidé, on fait. Ça, on a décidé, on fait pas. Clac, 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 clac. Et on va super vite. On prend des mauvaises décisions. On prend des bonnes décisions, évidemment. On prend des mauvaises décisions, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, tu as les revolving doors, donc tu as les décisions sur les non-revolving doors, c'est-à-dire les décisions une fois que c'est, par exemple, licencier quelqu'un, une fois que tu as licencié, bon, c'est... Je suis content difficile de revenir. Je suis content que tu mettes l'astérisque ici. Là. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des décisions qui sont existentielles. Oui, bien sûr. Genre, il y a des décisions existentielles. Donc ça, on prend du temps, on fait des founders of site, etc. Mais tous les mois... L'opérationnel, comme un peu plus. L'opérationnel, là, on décide tous les jours, on prend des décisions très rapides. Et donc, on se fait du support moral parce qu'en fait, mon associé comme moi, on se fait régulièrement, corner, pour le dire gentiment, par des employés, des clients, des investisseurs. Tu sais, as toujours des gens pour te mettre des petits coups dans les côtes, là. Et donc, on se soutient moralement les deux, tu vois. Donc, vraiment, à 2, là, ça va bien. C'est malade. Moi, je trouve ça beau aussi de voir qu'une amitié perdure à travers l'hypercroissance d'une compagnie aussi. C'est très cool, man. J'aimerais ça un jour le rencontrer, Louis. Y a-tu... À ton niveau, mettons, y a-tu des coachs ou des thérapeutes y a-tu des ressources autres que Louis? Ou c'est pas mal ça, tu sais? Non, c'est pas mal ça, mais je suis... tu sais, moi, c'est don't fix what's not broken. Moi, je vais bien. Tu vois, j'adore mon métier. Je suis vraiment sur mon X. Moi, j'ai le bon métier par rapport à mon skill set. J'ai plein d'énergie. Parfait. J'aime bien l'idée des gens. Donc, en fait... Tu sais, effectivement, je comprends que des coachs de vie ou des thérapeutes, etc. Mais tu sais, moi, j'ai vraiment pas besoin de ça. Je me sens vraiment très bien. Et je me dis vivement que je gère des problèmes plus compliqués que ceux d'aujourd'hui. En fait, le futur, moi, je suis un éternel optimiste. Le futur a l'air encore plus beau que le présent, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres fondateurs ou peut-être même des investisseurs que tu admires, mettons?
Ouais, plein. Bah, honnêtement. Et tu as une relation avec eux, mettons, genre. Ouais, bah, plein. Bah, déjà au Québec, même en France, ou même à New York, maintenant, on connaît plein de nos pairs. Ouais. Ouais. Mais en fait. Mais t'es pas sur une base, mettons, de mastermind ou genre se rencontrer régulièrement nécessairement. Si, moi, je fais partie, je te dis ça, mais je fais partie de plein de groupes et de cercles. Ok, ben c'est ça que j'essaie de creuser. Ouais, c'est ça que j'essaie. Mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour le support technique que pour le support moral, en fait. Okay. C'est comment tu construis, comment tu scales une équipe de customer success à l'international, comment tu travailles sur ton organigramme d'équipe technique. Moi, c'est ces sujets-là qui me font... Okay. En fait, ma personne, mon cas à moi personnel ne m'intéresse pas beaucoup. Moi, je me mets au service de ma création. Ma création, ça m'intéresse. Mais moi, bon, tu vois, je ne suis pas un sujet d'intérêt de moi-même, tu vois. Intéressant. Okay. Donc pas mal de cercles d'entrepreneurs, ça c'est certain. Et après, un truc que j'ai pas mentionné, c'est les livres, les lectures, les articles. Ouais, j'ai lu à peu près tous les livres de business que tu peux imaginer, où j'exagère un peu, mais pas loin. Est-ce que audiobook ou livre imprimé? Non, audiobook, je suis nul. Podcast, audiobook. Oui, c'est vrai, t'es pas un fan de podcast. Ouais. Ouais, c'est vrai. Penses-tu que tu vas réécouter celui-là? Ah, c'est sûr que non. Mais j'ai jamais réécouté un seul podcast. Déjà, m'écouter parler pendant une heure, déjà moi-même, je m'auto-fatigue. Et franchement, me réécouter moi-même dire ça, jamais. C'est bon. Sûr, à 100%. Je vais peut-être le poster sur LinkedIn, mais je vais écrire que je le réécouterai pas. Oui, tu vas le poster sur LinkedIn. OK, dude, j'ai le goût qu'on parle un petit peu de financement. Est-ce que une levée de financement, ça prend la majorité du temps d'un CEO quand c'est en cours? Donc on en a fait beaucoup, des levées de fonds. On en a fait 6. On a levé, je sais plus, la dernière fois, j'ai compté 97 millions, je crois. Donc beaucoup d'argent, beaucoup de levées de fonds, beaucoup de fonds. Même avec un plus. Pardon. Donc on en a fait beaucoup. Donc oui, ça prend du temps. Néanmoins, plus on grandit, plus ça scale. Donc en fait, aujourd'hui, tu vois, j'ai un très très bon CFO. Avant, j'avais pas un très très bon CFO. Enfin, c'est pas que j'avais pas un très très bon CFO, mais j'avais un CFO qui avait moins d'expérience à faire des levées qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la compagnie est assez riche pour se permettre potentiellement de prendre ce qu'on appelle des IB, des investment bankers, qui sont en gros des leveurs de fonds, tu vois, qui prennent un fee, etc. Des middlemen de qualité pour le capital. Ouais. Et puis aussi, comme tu vois, je commence tranquillement à travailler sur ma 7e levée de fonds. Bon, une fois que ça fait 7 fois que tu l'as fait, tu commences à connaître comment ça fonctionne. Donc, tu as ton cabinet d'avocats attitré, tu sais le rythme des trucs, etc., etc. Donc, je veux dire que oui, ça prend du temps, mais quasiment de moins en moins. Parce que tu as plus de ressources et d'habitude. D'expérience. D'expérience, ouais, c'est bien dit. OK, cool. Est-ce que, mettons, tu te positionnes comme un founder il s'apprête à lever sa série A ou elle s'apprête à lever sa série A, y a-tu des trucs que tu pourrais donner pour genre, comment tu sélectionnes tes investisseurs? Mettons que t'es pas sur le gouffre, puis t'es pas sur le bord de mourir, puis tu vas prendre le premier chèque qui arrive. Y a-tu des choses que tu cherches chez des investisseurs à part le capital, mettons? J'y connais rien dans ce monde-là, fait que ça m'intéresse de voir. Ouais, moi, c'est une question qui est très, très large. Large, veux-tu qu'on apprécie? Non, je suis pas bon dans ma job, c'est ça? J'essaie de répondre. Je te donnerai des constructifs feedback à la fin. Donc oui, évidemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu lèves ta première levée de fonds, ensuite tu as un board, et puis en fait, en tant que CEO, tu reportes au board. Donc moi, mon boss, c'est un consortium de 5 personnes, dont Marie-Michel Caron, qu'on a mentionné tout à l'heure. Et je reporte au board. En fait, je pourrais quasiment, je ne sais même pas aujourd'hui, mais j'exagère un peu, mais me faire virer de ma propre compagnie en tant que CEO. Je pourrais rester founder, actionnaire, chairman, mais en tant qu'opérateur, tu peux quand même te faire virer. Donc, tu dois des comptes à des gens. Absolument. Donc, en fait, c'est un peu choose your boss. Donc, en fait, choose your boss. Donc, la question, elle est large. Choose your boss. Tu veux quoi? En fonction de à qui tu as envie de reporter, c'est un peu ça, choisir son investisseur. OK, intéressant. Donc ouais, très, très important. Moi, j'ai des super bons investisseurs, honnêtement. Je vais juste prendre une firme de Montréal, enfin, à moitié à Montréal, à moitié à Toronto comme exemple, qui s'appelle BrightSpark. BrightSpark, ils ont leadé notre série A en 2019. Ça fait 4 ans qu'ils sont au capital. Franchement, on est passé par des up and down. Ils sont rentrés sur le pivot numéro 4. Et un jour, je leur ai dit, ne vous inquiétez pas, on va tout vendre aux consulting firms. Ils ont dit, consulting firms, mais nous, on a investi sur du retail. Tu vois, ça n'a rien à voir. J'aurais dit, vous inquiétez pas, etc. Et donc, en fait,
quand tu choisis bien tes investisseurs, je prends Brightspark, mais j'en ai 9 autres qui sont de très bonne qualité également. En fait, c'est des partenaires d'affaires. Tu vois, ce que tu veux pas, c'est quand ça devient dur, qu'ils commencent à te tirer dans les jambes. Mais bon, en même temps, eux, leur job, c'est d'acheter un asset X et de le revendre 10X. Donc, ils essayent de valoriser tout ça. Mais donc voilà, donc ouais, c'est très 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 important. La réponse bateau à ta question, c'est aussi choisir la personne. Bateau, ça veut dire quoi? Bateau, facile, genre? Basic boilerplate de ta question, c'est tu choisis pas un fonds, tu choisis une personne. Mais moi, je rajoute un énorme modulo à ça, un énorme astérix, c'est que, en fait, notamment quand tu travailles avec des institutionnels, tu as un roulement dans tes gestionnaires de compte. Donc, Maxime Courchaine, avec qui je travaille depuis plusieurs années chez Investissement Québec, à la base, c'est pas lui qui a fait le deal, c'est quelqu'un d'autre. Et donc, là, c'est lui qui arrive. Voilà, et donc là, c'est lui qui arrive. Donc, chez les institutionnels, on a beaucoup ça au Québec et au Canada, et c'est super. Franchement, c'est super, les institutionnels qu'on a. On pourra en parler plus tard, si tu veux. Mais en gros, en revanche, dans les institutionnels, t'es pas avec un managing partner comme t'as dans un fonds privé comme Brightspark que ou tu vas garder ta relation. Et là, t'es sûr que c'est la même personne qui reste parce que le gars, il a mis son argent perso à lui dans le fond, il a du carry et il doit rester jusqu'au bout. Donc voilà. OK. J'ai le goût de descendre dans le tactique puis le pratique. Ouais, vas-y. Côté deck, mettons, pitch deck, t'as-tu des pro tips, des conseils à donner? C'est-tu quelque chose qui ça te tente de parler un peu? Ou? Ouais, moi j'avais quand même développé une bonne pratique de comment monter des bons decks de levée de fonds. Écoute, le truc le plus important à dire, c'est la posture. Moi, l'erreur que je vois le plus. Physiquement? Non, la posture de comment tu pitches. Donc, moi, je suis investisseur aussi et maintenant j'ai investi dans une quinzaine de startups. Et puis, cool. Je suis au Québec aussi? Au Québec, en France, aux US un peu, mais oui, pas mal au Québec. Zephy, notamment, que tu as interrogé sur ton... je suis investisseur des premiers jours chez Zephy, je suis très content. C'est un très bon investissement. Et donc, ce que j'essaie de faire, c'est accompagner, encore une fois, avec zéro ego, mais accompagner François de Quéret. Il m'appelle quand il y a un truc qu'il n'arrive pas à résoudre et puis il passe des trucs par moi et j'essaie de l'aider comme je peux avec mon expérience de potluck parce que je sais pas, j'ai 2, 3, 4 années d'avance sur lui en termes de scale. Donc voilà, donc j'aime beaucoup ça. Et donc une erreur que je vois beaucoup, c'est dans la posture de levée de fonds de demander de l'argent. Mais donc en fait, tu ne demandes pas de l'argent. Tu es un véhicule d'investissement exceptionnel. Tu offres un retour. Tu as devant toi Elon Musk avant qu'il soit connu comme étant Elon Musk, tu vois. En fait, tu as une opportunité de malade. Et donc, je vois ça beaucoup dans les « et si vous êtes assez gentil pour bien vouloir nous donner un peu d'argent, begging », tu vois. Eh bien, alors à ce moment-là, on pourra se développer, etc. Moi, je n'ai jamais pitché comme ça. Moi, j'ai dit « Regarde, tu vois la lune là-bas, moi, je vais là-bas. » Okay. Si ça t'intéresse de mettre un petit billet de $1 dans ma charrette et récupérer $1,000 à la fin, good for you. Si ça t'intéresse pas, je m'en fous, là, j'en ai rien à foutre, moi je vais là-bas. Et donc ça, c'est super important. De dire, tu as une trajectoire et cette trajectoire, elle n'est pas conditionnelle au fond que tu lèves. C'est ta trajectoire. Et si tu étais kind enough pour proposer à des gens d'utiliser ta compagnie comme un levier pour faire de l'argent. De rendement. Voilà. C'est bien. Okay. C'est potluck ou les REER, quoi. Donc, je t'explique que potluck, c'est mieux que tes REER. J'exagère un peu, mais tu comprends l'idée, quoi. Ouais, je comprends. OK. Je pense que pour le temps qu'on a, ça fait pas mal le tour. Une dernière petite question un peu technique, mais est-ce que le temps de lever une round devient exponentiellement plus long en fonction de la grosseur de la round ou ça n'a pas rapport? Si, ça pareil, c'est théorisé un peu normalement. Un site, c'est 3 mois, série A, c'est 6 mois, série B, c'est 9 mois, etc. Il y a comme une échelle où ça marée un peu? Ouais, moi je suis assez d'accord avec l'exemple que je viens de te donner là. 3, 6, 9 mois, ça commence à ressembler à ça. Je pense que ça plafonne à 9 mois en fait, par contre. OK. Parce que j'ai fait plusieurs transactions post-série B et ça prend pas plus de 9 mois. Je reviens à Potluck un petit peu. Comment tu prices Potluck? Donc, tu as un frais de plateforme, qui est un flat fee, okay. Et ensuite, tu achètes un nombre de répondants qu'on facture. Donc, c'est N, le nombre de répondants, fois CPI, qui est cost per interview. OK. Donc, plus ton questionnaire est long et plus ta cible est niche, donc plus tu veux poser 45 minutes de questions à des CEO de Fortune 500, plus c'est cher. Plus c'est population générale, monsieur et madame tout le monde, et un questionnaire court, moins l'interview est cher. C'est aussi simple que ça. OK.
Donc voilà, donc toi, je sais plus quel exemple on avait pris, les gens qui écoutent le podcast au Québec. Donc tu vas payer un flat fee pour la plateforme, ok, qui est un frais d'abonnement. Et ensuite, on va dire, ok, donc on peut aller t'en récupérer 1000. Les gens qui écoutent des podcasts business au Québec, ça doit avoir un taux d'incidence sur la population de, allez, on va dire 1%. T'as 1% de la population du Québec qui doit écouter des podcasts business, on va dire. Je sais pas. Et donc, en fonction de ce qu'on appelle incidence rate, là, le taux d'incidence, bon, bah, je vais dire, regarde, ton répondant, il va te coûter $5 du répondant, je peux t'en avoir 1000, ça fait 5000, plus le flat fee, 5000, 10 000. Voilà. Vu que c'est des grosses films puis des gros contrats, est-ce que ça négocie beaucoup ces trucs-là ou c'est assez standard de ton côté? Non, nous, on a la chance d'être avec des clients qui sont pas très price sensitive. Donc, en fait, regarde, quand tu vends une mission chez Boston Consulting Group, tu vends une mission de 2 semaines à 1,5 million, là, que ton étude quantitative, elle te coûte 50 000 ou 70 000, t'en as rien à foutre, là. Ouais, je comprends. Donc, nous, c'est un peu la beauté de ce qu'on a, c'est que donc, le average contract value chez Potoc, c'est $48,000 canadiens. Donc, c'est ce qu'on vend. Donc, c'est quand même assez élevé. Parce que ça prend combien de temps à créer, faire, livrer? 5 jours. C'est ça la clé, en fait. Ding! Ouais, il faut que ça aille très vite. Ouais. Très vite, parce que quand tu engages, je vais reprendre BCG comme exemple, quand tu engages BCG, tu les engages pour un laps de temps très court, parce qu'ils te coûtent très cher à la journée. Et donc, dans ce laps de temps, ils doivent récupérer de la donnée quantitative, et nous, c'est ce qu'on fait. C'est le scale de tes sources de données, le scale des systèmes de médias sociaux qui te permet d'aller aussi vite, maintenant? Ouais, mais en fait, c'est c'est 10 ans de R&D orienté pour avoir des réponses de bonne qualité le plus vite possible. OK. Est-ce que c'est votre acquisition, mettons, dans la composition de ton équipe, là, est-ce qu'il y a une petite partie qui va chercher des nouveaux clients? Et si oui, elle se concentre sur le marketing, la vente, what's up? Donc, nous, on a, pareil, depuis qu'on a fait ce pivot, on a quand même un positionnement qui est assez unique. On a 30 grands comptes. OK. Donc, tu vas dans le centre-ville de Montréal, tu regardes les noms qui sont en haut des tours, là. EY, KPMG, etc. C'est pas mal nos grands comptes. Et donc, j'ai un gestionnaire de compte par compte international. Donc, j'ai un gars qui s'occupe de EY worldwide, etc., etc. Okay, donc, c'est beaucoup c'est un mélange, c'est du farming de comptes existants. Mais si tu veux, le jour... si je te prends quel exemple, on va reprendre McKinsey. McKinsey, il dépense, c'est notre estimation, c'est dur c'est qu'il dépense en moyenne 500 millions par an en quantitative research. Donc juste ce compte-là peut faire 500 millions. Donc en fait, on a une personne qui s'appelle Simon qui s'occupe de à la fois bien servir les partenaires de chez McKinsey qui nous utilisent déjà, et à la fois aller dire aux autres, appelle François, il nous utilise depuis des années, il nous adore, et voilà, donc expand à l'intérieur des comptes. Donc c'est du hunting, mais dans des comptes existants, ce qui est un peu particulier. C'est du high-end account exec, genre, exactement. Stuff, un petit peu. Ouais. OK. Parce que c'est ça, des grosses firmes comme ça, des grosses PI, il n'y en a pas... Alors, donc ça, c'est consulting. Et ensuite, PI, à l'inverse, PI, là, il y a un long tail, très important. OK. T'as plein de petites firmes de private equity. Là. Puis eux, ils vous découvrent comment? Écoute, on fait pas mal de marketing, en gros, pour faire simple. Ouais, pour faire simple. Ouais. OK. Parle-moi un petit peu d'embauche. Puis de culture. Y a-tu des différences dans l'embauche au Québec versus à Paris versus à New York qui valent la peine d'être mentionnées, tu penses? Donc, oui, c'est quand même des salaires, I guess, pour déjà salaire, charges patronales, droit du travail. Il y a beaucoup de différences entre le Québec, la France et les US. Qu'est-ce qui est le plus simple? Moi, j'aime beaucoup le Québec. C'est une des raisons pour lesquelles je suis ici aussi. Je trouve que le Québec, c'est justement, sans vouloir être trop stéréotypé, mais c'est justement le bon équilibre entre la France et les États-Unis. OK. Donc, en termes de droit du travail, etc. Écoute, je ne sais pas à quel point tu veux que j'aille deep, mais les salaires en France, en unité, donc 60 000, sont moins élevés que les salaires en Amérique du Nord, quand même. Mais tu as des charges patronales, donc tu as 40% de charges patronales. Ensuite, tu as la conversion en euros. Et puis, tu as aussi toute la loi du travail qui est très, très protective
protectrice des travailleurs en France. Et donc, c'est très difficile de se séparer d'un employé en donnant moins de 4, 5, 6 mois de salaire. OK, voilà. quand même. Ouais, donc, voilà. Et en même temps, dans les pros, les Français sont très travailleurs, on travaille très fort. C'est un peuple un peu plus hustler, tu vois, un peu plus struggle for life. La vie est plus douce au Québec, on a un peu moins besoin de se battre, tu vois. Donc, j'ai du mal à trouver des bons gens de vente au Québec, alors que j'en trouve beaucoup plus facilement dans des villes où la vie est un peu plus dure, Paris, New York. Là, tu trouves plus des gens qui ont faim, tu vois. C'est une vérité assez difficile à entendre, mais elle est très vraie. Je me demande juste si c'est une fonction vraiment de la douceur ou du confort ou juste de la concentration démographique de monde. Il y a juste plus de monde. Ouais, il y a aussi plus de monde, mais tu as des gens qui sont prêts à en découdre à New York et à Paris, à struggle for life, tu vois, versus un peu moins à Montréal. Intéressant. Donc ça, c'est quand même ce que je trouve. Ensuite, ce qui est intéressant sur la France, c'est la fidélité des employés. Donc, tu as plein de, par exemple... C'est élevé? Très élevé, ouais. En fait, en France, notamment pour donner un notice of leaving, c'est 3 mois, etc. Donc, en fait, les gens en France, ils obtiennent ce qu'on appelle un CDI, un contrat à durée indéterminée. Et en France, c'est un peu le jackpot, parce qu'une fois que tu obtiens un CDI, c'est un contrat normal pour ici, mais en fait, t'es méga protégé par la loi du travail, tu peux avoir 1 à 2 ans de chômage à la fin, etc. Et donc, les gens, une fois qu'ils ont un CDI, ils sont quand même contents et ils cherchent pas trop à bouger. Donc, on a un turnover assez faible en France, parce que les gens, ils sont contents, on les forme, on les train, et donc ils restent. Donc en Amérique du Nord, les gens quittent overnight. C'est impossible, c'est inimaginable même en France de faire ça. Déjà, de toute façon, tu dois prévenir 3 mois à l'avance minimum. Intéressant. C'est non-negotiable. Et donc en Amérique du Nord, donc évidemment, je fais une différence entre le Québec et les États-Unis. Donc pour moi, le Québec, c'est best of both worlds. Je suis très très satisfait de la culture du travail québécoise. Donc aux États-Unis, ce qui est très difficile, c'est de savoir vraiment ce que pensent les gens. C'est le fameux sugarcoating. Oh, it's amazing, alors qu'en fait, tu penses l'inverse, quoi. Donc ça, c'est vraiment la partie que je trouve la plus difficile. Et le côté un peu mercenaire du travail, c'est-à-dire, en gros, si à côté, ils payent 20 000 de plus, j'y vais, j'en ai rien à foutre. Fidélité zéro, quoi. Tu vois. Et en même temps, tu trouves des vrais hustlers, très professionnels. Tu sais, des gens pour qui le travail, c'est la vie. Tu vois, quand je vais à New York, moi, je porte des chemises blanches tous les jours. J'ai pas besoin de dire aux gens qu'il faut s'habiller corporate. Là. Tout le monde s'habille corporate de facto. Là. Tu sais, les gens pensent comme ça. Quoi. De par la nature de vos clients qu'il faut... Ouais, de part de la nature de... Ouais, c'est ça. Hein, exactement. Tu vois, à Montréal, nous, on est dans le Myland. Je suis le seul extraterrestre à porter une fucking chemise blanche tous les jours. Là, tu vois. Donc, c'est pas pareil, tu vois. Donc, c'est un peu différent. Mais donc, au Québec, ce que j'aime beaucoup, c'est que t'as la fidélité et la franchise des Français avec l'éthique de travail des Américains. Honnêtement, le Québec, pour ça, c'est une belle place. Est-ce qu'il y a une concentration de... Comment tu avais appelé ça? Pas les métiers, les... practice. Practice dans ces différents hubs-là pour ta compagnie? Donc, nous, Montréal, c'est le siège social, donc il y a tout ce qui est central. Donc, en Europe, on a Sales and Operations, EMEA, donc Europe, Middle East, Africa. Et à New York, on a Sales and Operations, North America. Et donc, à Montréal, j'ai toutes les fonctions centrales. HR, Finance, Talent, Product, Design, Engineering, Data Privacy, IT, blablabla. OK. Y a-tu des red flags ou des green flags que tu regardes que tu optimises pour en entrevue? Ouais, puis je veux juste contextualiser ça. Les embauches que toi tu fais, Rodolphe, elles sont plus critiques ou du moins plus enjeux élevés que engager ton premier dev junior ou intermédiaire. T'engages des VP, t'engages des directeurs, directrices, etc. Comment tu t'assures de faire des bonnes embauches, genre? Donc ça, c'est la clé. S'il y avait une recette miracle, ça serait magnifique. Donc c'est un peu une des clés, je te dirais, dans les trucs assez fondamentaux que Louis et moi, on doit réussir à bien nail. C'est justement les embauches des super VP, là. Tu rates, ça peut faire très très mal, et un bon VP faire un bien de fou. Ouais. Moi, j'ai vu quelques embauches clés qu'on a fait comme ça, où en fait, c'est la nuit et le jour en 3 mois, là. Ouais, OK. Donc c'est fou, là. Vraiment, l'impact d'un très bon top exec sur le business, c'est majeur. Donc ça, c'est mon sport.
favori de toujours être en train de chercher des nouveaux top exec. Donc, pendant des années, on a théorisé sur le zoom in versus zoom out. Okay, donc, tu as les leaders qui sont les théoriciens. C'est comme ça qu'il faut faire, qui ont tous les modèles théoriques en tête. Et tu as des leaders qui sont hands-on, souffle chaud derrière la nuque de tous les employés, tu vois, à regarder qu'est-ce qu'ils font, etc. Et donc, en fait, après des années de réflexion sur ce sujet, nous, on cherche des leaders qui savent faire à la fois du zoom in et du zoom out. Les deux. Okay. Et en fait, les bons, c'est ceux qui savent quand zoom in et quand zoom out, en fait. C'est que c'est plus rare, probablement. C'est très rare, c'est très difficile de trouver des bons top exec. Le nombre de gens, alors là, je vais insulter plein de gens, mais comme je nomme personne, ça, mais le nombre de gens qui ont des beaux salaires et des beaux CV, mais qui sont des incompétents notoires, c'est impressionnant, qui étaient juste au bon endroit, au bon moment. Je t'assure, et je dis ça en toute amitié pour ces gens-là qui n'ont rien demandé, mais le nombre de gens qui ont fait une carrière juste en étant au bon endroit, au bon moment, c'est impressionnant. Ouais, je sais. C'est fou, là. Ouais. Donc moi, je suis un techos, là. Je peux rentrer dans n'importe quel sujet. Et aujourd'hui, c'est frustrant. Chacune de tes questions sont pertinentes. J'aurais envie de te mettre un tunnel de 1h30 sur chacun de ces points. Donc, j'aime bien rentrer dans les sujets, zoom, jusqu'à dire, ah, bah voilà, en fait, il est là le problème. Ouais. Zoom out, hop, c'est réglé. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est comme ça. Moi, j'aime bien mes top execs qui disent, attends, regarde, là, je regarde le macro. Il y a un truc bizarre. Double-clic. Non, ça va. Double-clic. Ah! En fait, dans cette database AB36C, regarde, le pays, il n'est pas renseigné sur les répondants quand ils font partie de... Je sais pas quoi. Fait qu'ils sont capables d'aller se salir les mains puis d'aller dans les tranchées pour le root cause, la source critique d'un problème. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un truc que je cherche, parce qu'en fait, je cherche plein de trucs. Je cherche du courage managérial. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, le courage managérial, c'est le courage de prendre des décisions difficiles et de les porter. Donc, en fait, pareil, le nombre de leaders qui ne savent que prendre des décisions unanimes, mais en fait, il n'y a aucune décision qui est unanime. Moi, maintenant, je prends des décisions donc, tout le temps. On est 200 personnes. Dès que je prends une décision, il y a une partie des gens qui sont contents, une autre partie qui n'est pas content. Juste comme loi de chiffres, là, genre de statistiques, c'est sûr que... Mais oui, tu prends une décision... C'est pas un culte, là, c'est pas tout le monde qui va faire. Non, mais donc en fait, la décision unanime, mais même si je dis, OK, 30% d'augmentation pour tout le monde, j'ai finance qui gueule. Tu vois, la décision unanime n'existe pas. Mon rôle, c'est de faire des arbitrages constants entre... être people-oriented, être customer-centric, être finance, profitability, etc. Et je passe ma vie à arbitrer entre ces trucs-là. Donc, tu veux être un bon employeur. En même temps, il faut satisfaire tes clients qui t'appellent le samedi soir. Et en même temps, on ne peut pas donner des raises n'importe comment. Tu vois? Donc, en fait, c'est ça qui est difficile. Donc, je passe ma vie à faire des arbitrages. Et donc, moi, je cherche des leaders qui sont capables d'avoir le courage de faire ces arbitrages et derrière de regarder le mec droit dans les yeux qui lui vient d'avoir une démotion parce qu'en fait on a restructuré et qu'il y avait un manager de trop et que c'est lui qu'on a décidé de demote pour devenir individual contributeur et de lui expliquer à cette personne en portant le courage de cette décision. Et donc c'est ce que je cherche chez des leaders et pareil, très peu de personnes et je vois un nombre sidérant de gens qui ont besoin de l'unanimité pour prendre une décision. Et en fait tu prends plus aucune décision si t'attends. C'est ça le courage. Mais même la majorité. T'as dit que c'était un sport quasiment pour toi, que t'es comme toujours on the lookout pour du nouveau talent exécutif de ce genre-là. Ouais. Ça veut-tu dire que t'alloues consciemment, mettons, une partie de ton temps puis tes ops à, je sais pas, DM sur LinkedIn, Outreach Network, c'est ça? Ou? Donc, on a une équipe de talent qui est très talentueuse. Donc, on ouvre quand même des postes. Tu vois, là, aujourd'hui, j'ai quand même une suite de top exec qui est super. Donc, je suis pas en train de chercher un nouveau VP marketing ou whatever. Ouais, parce que, fair enough. Ça te remonte vers toi, là. Ouais. Donc, parce qu'ils sont quand même... aujourd'hui, ils sont... Ceux que j'ai pour aujourd'hui sont bons, mais mon équipe de top exec, c'est pas du tout la même aujourd'hui que celle que j'avais il y a 3 ans. Parce que en fait, rares sont les gens qui scale en même temps que la business. Il y a plein de gens qui se font, encore, j'utilise plein d'anglicismes, mais qui se font outgrown by the company. Donc en fait, ils sont bons pour résoudre, tu vois, pour faire de 1 à 20 millions d'euros ou de dollars de chiffre d'affaires. Et quand il faut faire 20 à 100, bon, bah, c'est un autre skill set, ça n'a plus rien à voir. Tu deviens un manager de manager. Et en fait, tu as plein de gens qui juste. Et franchement, c'est pas une insulte de dire, toi, t'es très bon pour faire 1 à 20 millions, c'est déjà génial. Mais par contre, faire 20 à 100, c'est plus ton skill set. Donc je suis toujours en train de chercher, en permanence, Super. On s'en va vers notre closing, mon gars. Est-ce que tu peux me donner un peu de vision, genre, dans 5 ans, là, la compagnie, là, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle va IPO? T'as des investisseurs là, qui vont vouloir un retour un jour, là. Fait que, what's up? Ouais, donc, écoute, moi, j'ai choisi ma cap table toujours de manière assez stratégique. J'ai globalement des investisseurs qui sont soit des fonds, ce qu'on appelle evergreen,
Okay. Soit des fonds qui sont donc Desjardins, par exemple, Desjardins Capital, c'est evergreen en fait. Ils n'ont pas des logiques de rendement sur 10 ans comme la majorité des fonds privés. Soit des fonds institutionnels dont la job, c'est, comme IQ par exemple, c'est de créer des champions québécois ou canadiens. Okay. Donc ça me drive bien. Soit des fonds qui sont en capital de risque privé, comme Brightspark, mais qui, eux, moi j'ai pris Brightspark à l'époque, j'avais le choix entre plusieurs fonds, j'ai pris Brightspark parce qu'ils m'ont dit, regarde, ça fait 17 ans qu'on est dans Hopper et on n'a toujours pas vendu la participation. Je dis, good. Bon. Donc moi j'ai toujours voulu du capital patient. Overnight success takes a while. Et en fait, pour créer une belle business, ça prend des années. Donc moi, j'ai pas le gun sur la tempe de vendre. On ne veut pas vendre. Moi, j'ai l'impression que Potluck, c'est le début de l'aventure. Et c'est pas j'ai l'impression, je sais que Potluck, c'est le début de l'aventure. Okay. On est trop mignons aujourd'hui, c'est une entreprise de 200 personnes. Alors, à Montréal, ça fait big fish in a small pond. Tu arrives à New York, tu dis que tu as 200 personnes, on te rit au nez. T'es là, petit entrepreneur, tu vois. Ouais. Moi, je me sens un petit entrepreneur. Donc, je me sens personne pour donner des grandes leçons de vie à qui que ce soit. Donc, je veux monter à 2000, 20 000 employés. Je veux créer une grosse boîte, là. Il y a une place énorme. Dans notre marché, il y a une place énorme. Moi, j'ai mon concurrent américain, number one, là, qui vient de faire faillite. C'est une entreprise qui fait 800 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc, rien que ça, c'est déjà 800 millions de dollars qui m'attendent, tu vois. Non, c'est un énorme... Ils ont réchauffé l'argent pour toi. Ouais, c'est un énorme marché. C'est malade. Nous, on va faire une grosse boîte. Donc, à un moment, je disais IPO parce que ça me branche beaucoup, mais j'ai vu mes amis de chez Lightspeed, Coveo, Dialogue morfler un peu à cause de public market, des marchés publics. Donc, je sais pas. C'est sûr que moi, ça m'exciterait beaucoup l'idée de rendre vivre public. Voilà, vivre ça juste pour le thrill entrepreneurial du truc. Mais en tout cas, mon objectif, moi, je suis assez riche. Hein. Tu vois, franchement. Tu m'avais dit ça dans notre premier cas. Mais honnêtement, j'ai un bel appartement. Ok, je roule en Audi Q5 2018. J'ai pas besoin d'un autre véhicule. Je veux pas un plus bel appart. Je veux pas un chalet parce que j'ai pas le temps d'y aller. Je voyage pas tant que ça parce que je fais attention à mon empreinte carbone. On bouffe des produits de la ferme Loufa. Je mange pas des steaks avec de l'or dessus. Je ne vois pas qu'est-ce que je fais avec plus d'argent. Ça paraît complètement fou, mais c'est vrai. Et donc en fait, moi, mon play, c'est pas un play d'enrichissement personnel. Ouais. I'm rich enough. Je te promets que je suis assez riche. Cool. Donc, moi, je veux juste créer une plus grosse business. Je pense qu'on est un bon employeur. Je pense qu'on peut être une bonne locomotive pour l'économie québécoise. Et donc, ça me plaît de créer une grosse bébête. Là. Fait que votre plan d'embauche pour l'année prochaine, il est ouvert. Là. Il y a des postes ouverts là, en tout temps. Enfin, on recrute quasiment dans toutes les équipes en tout temps. Ouais. Très cool, man. Écoute, ça va me faire plaisir d'être une cheerleader sur les côtés pendant que tu te rends à tes 20 000 employés. Dude, je suis juste trop stoked de la discussion qu'on vient d'avoir, là. J'ai eu vraiment du fun. J'ai appris une chier de trucs. Je pense que ça va être la même chose pour l'audience. Pour finir, as-tu des genres de shameless plugs, des jobs ouverts, du monde tu veux rencontrer, des nouvelles, peu importe, là. Ouais, tu m'as dit ça. Écoute, shameless plugs, potluck.com/carrière ou careers en anglais. Avec tous les jobs qui sont ouverts en ce moment. Belle culture d'entreprise. On n'en a pas parlé finalement parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais culture d'entreprise qu'on a faite à nos valeurs personnelles, Louis et moi. Donc, c'est notre entreprise, donc elle porte nos qualités et nos défauts. Et donc, peut-être pour l'audience, si tu veux que je fasse un shameless plug, j'essaie de relier tous les points. S'ils ne m'ont pas aimé ou des trucs que j'ai dit dans cet entretien, il ne faut surtout pas qu'ils appliquent chez nous, parce que chez nous, c'est exactement ce que j'ai dit. Il n'y a aucune posture, aucun masque, etc. Donc, moi, je suis qui je suis, avec mes défauts et mes qualités, mon ambition, mon côté un peu brut de décoffrage de temps en temps, etc. Et chez Potluck, la culture, c'est ça. Ouais. Donc, il y a des gens que ça drive et qui trouvent ça génial, et donc là, welcome. Mais il y a des gens qui, tu vois, ils se disent, oh là, ce gars-là, là, j'aime pas trop. Surtout, il ne faut pas qu'ils appliquent chez nous parce que ma culture perso et celle de Louis a infusé dans toute la compagnie. C'est très cool. Rodolphe, merci pour ton temps. Merci.